Je vais laisser déjà la parole à ma suppléante pour se présenter parce qu'elle a d'autres obligations municipales ce soir et qu'elle devra nous quitter d'ici 20 minutes. Voilà. Céline Le Frère Létoffé, je suis maire de La Ferté-Milon. Voilà. Létoffé, voilà, mon nom de jeune fille, donc je suis d'une famille originaire du secteur depuis longtemps et j'étais étudiante à La Ferté-Milon, à Villers-Cotterêts, au collège. Il y avait à l'époque pas le lycée, donc j'ai pas pu aller au lycée. Et j'ai côtoyé donc toutes les activités, associations de la commune de La Ferté-Milon, mais également de l'EI, de Villers-Cotterêts. Donc le territoire, j'y suis très très attachée, de ce territoire définissant notre canton. Pour moi, c'est mon berceau natal. Énormément de richesses humaines sur ce territoire, de richesse aussi du patrimoine culturel. Et je pense qu'on a vraiment tout le potentiel pour pouvoir développer et ensemble faire quelque chose de positif. Et donc, quand André Rigaud et Isabelle Vasseur m'ont proposé de les accompagner, j'ai accepté parce que pour moi, ils représentent l'expérience, l'engagement sur nos communes et sur notre territoire. Et il me semble important, effectivement, de s'investir et de donner du temps et de l'énergie pour des actions locales. Donc, voilà, quelqu'un de très pragmatique. Voilà, et donc j'essaierai mon énergie de mettre en œuvre au niveau du département des idées que je souhaiterais développer. Bien, alors vous me connaissez pour la plupart, Isabelle Vasseur, j'ai un engagement de longue durée depuis 1995 et j'ai monté les étapes petit à petit, conseiller municipal, puis adjoint, puis maire d'une commune rurale, conseiller général depuis 2004, donc de grands mandats. J'ai été députée de la circonscription et cet engagement-là, il me porte depuis très longtemps. C'est un engagement, l'envie de faire, l'envie d'agir. On se retrouve du coup avec Céline sur le pragmatisme et c'est ça l'objectif des élus. C'est pas des belles promesses, des belles paroles, c'est en face de l'action et une motivation. Et cette motivation, elle est là parce que vous êtes là aussi, parce que les élus sont là pour vous écouter, pour vous entendre et puis pour après établir des programmes. Alors j'ai on va peut-être vous faire et André prendra la parole tout de suite après pour la présentation, un bref aperçu de ce que c'est que cette nouvelle élection, parce que ça vous expliquera beaucoup de choses d'ailleurs. Vous connaissiez le conseiller général, il a été remplacé par le conseiller départemental, on change de nom, avec un périmètre, et on vous a mis sur le document le nouveau périmètre du canton, puisque c'est les trois anciens cantons de Ouchy-le-Château, de Safran et de Villers-Cotterêts. Avec une obligation, c'est que le chef de canton soit la première des grandes villes, donc c'est Villers-Cotterêts. Ça qui peut apporter d'ailleurs une confusion dans les esprits, parce que quand on a beaucoup tourné ces dernières semaines avec André, sur Villers-Cotterêts par exemple, on a l'impression pour les Cotterésiens, c'est une deuxième municipale par rapport à l'année dernière. C'est-à-dire qu'ils ne se projettent que sur Villers-Cotterêts. Ils n'ont pas compris et intégré, peut-être par défaut d'explication, qu'autour, dans ce nouveau canton, il y avait 75 communes et des communes très rurales. Voilà. Et on présente tous les deux la ruralité, puisqu'on est conseillers généraux sortants, et qu'on a tous les deux cette expérience de ruralité.
Alors l'objectif aussi, enfin l'obligation plutôt, c'est qu'avant sur un canton, vous n'aviez qu'un conseiller général. Maintenant, dans le nouveau conseil départemental, on a pour obligation de se présenter en binôme un homme et une femme. Tout ça pour la parité. Au bout d'un moment, je pense que ça va beaucoup plus complexifier les choses, mais ça c'est autre chose. Et donc on a des remplaçants. Donc Céline est ma remplaçante, et comme elle vous l'a expliqué, les jeunes mères de la Ferté-Milon, c'était pour moi quelque chose de très intéressant, à la fois peut-être pour apporter un regard nouveau de ce qu'elle ressent dans sa fonction de mère et dans ses objectifs, et puis pour moi et pour nous, ce regard nouveau, il est important, parce qu'au bout de certaines années, on peut tomber dans une certaine routine. Il y a des choses qui vous paraissent tellement évidentes que vous les faites un tout petit peu automatiquement, et un regard neuf est là, et on l'a vu dans la préparation du programme, pour dire là je ne comprends pas ce que vous voulez marquer, parce qu'en plus on a quelquefois beaucoup de sigles et beaucoup de choses qu'on comprend nous, mais il faut s'adresser à la population, et ce regard nouveau est intéressant, et donc l'objectif est évidemment à très court terme, à la fin de ce mandat, si Céline le souhaite, de continuer à ma place, pour qu'il y ait le renouvellement complet jusqu'au bout. Voilà. Je vais laisser André se présenter, puis après on fera le... Donc moi je suis André Rego, je suis maire de Neuilly-Saint-Fons, c'est mon 4e mandat, je crois que c'est ça. J'étais cadre dans une entreprise qui n'est pas loin d'ici, Caspoquelin, jusque 2001. 2001 j'ai créé mon entreprise, qui est sur Miller, je ne suis plus parce que j'ai revendu mes parts à mon associé. Je suis conseiller général depuis 2001, c'est mon 2e mandat que je termine. Et que dire autre, on a parlé du nouveau canton qui regroupe les cantons de Ouchy, Neuilly et Villers-Cotterêts. Et en 2001, il y avait une association des 3 cantons qui s'appelait l'ADENOM à l'époque, et c'était moi qui étais le président déjà. Donc Villers-Cotterêts et tous ces entours, je le connais très bien, puisque pendant plus de 10 ans, j'ai présidé l'ADENOM. Donc je reviens dans le secteur que j'ai laissé de côté du fait de la dissolution de l'ADENOM, je reviens sur Villers-Cotterêts. Donc voilà, je vais simplement dire que moi, mon action, elle a toujours été la même, c'est-à-dire près des gens, toujours près des gens. Il faut le voir sur Neuilly-Saint-Fons, les gens de Neuilly-Saint-Fons me connaissent très bien, et je suis toujours là pour les aider, je suis là pour faire bouger les choses. Le jour où je ne pourrai plus le faire, j'arrêterai. Et pour être clair, j'ai 64 ans, dans 6 ans j'aurai 70 ans, j'estime qu'à 70 ans, je serai plus en mesure de faire le travail, donc je laisserai la place. Donc c'est mon dernier mandat. Parce qu'il arrive un moment en âge où il faut laisser la place aux autres. Voilà. Alors vous avez tous eu des documents probablement dans vos boîtes aux lettres, puisqu'on a tracté très largement. On a fini cet après-midi la distribution complète de nos documents dans les 76 communes là, du nouveau canton. On a fait un petit document de présentation des candidats et de leurs remplaçants du nouveau canton et des compétences du conseil départemental qui somme toute ne sont pas forcément intégrées par les uns et par les autres. On connaît le conseil général, anciennement général, on ne sait pas forcément ce qu'il y fait. Alors en résumé, 60% de l'action du conseil général, départemental, c'est l'action sociale, donc c'est l'aide aux personnes âgées, l'aide aux personnes handicapées et tout ce qui concerne la petite enfance. Alors 60%, ça fait... parce que, comment, Hervé Buzard, qui est mon remplaçant, il n'est pas là ce soir parce qu'il fait arriver en retard. Je vais simplement le présenter, il est conseiller général de Ouchy et il est maire de Villers-Cotterêts. Et pareil, il est rentré au conseil général en 2001. Il est aujourd'hui président du groupe auquel il participe, de l'opposition. Et il a des activités, il est agriculteur, des activités dans la chambre d'agriculture. Donc voilà, voilà ce que je veux dire parce que j'ai oublié de le présenter. C'est pas normal. De ma part, il serait là, il serait pas content. Voilà, donc je prends, donc 60% sont dévolus à l'action sociale, et puis après, avec les personnes âgées, les personnes handicapées et l'enfance, on a aussi tout ce qui concerne l'insertion, le RSA. Donc ça fait un bloc important. Après, comme autre compétence, on a une compétence dans le domaine de l'éducation, on s'occupe des collèges, de tout le département, rénovation, équipement, et puis transport scolaire, et on en dira un petit mot tout à l'heure. Donc ça c'est le volet éducation. On a un gros volet environnemental, avec la protection de l'eau, les ressources en l'eau, l'assainissement, l'enfouissement des réseaux, tout ce qui se fait actuellement pour enlever nos vieux poteaux moches des communes, et tout ce qui concerne le traitement des déchets ménagers.
Autres compétences, toutes celles la voirie. Alors, vous voyez des tas de voiries actuellement, c'est pour ça qu'on a mis un gros objectif là-dessus, sur les infrastructures, et qu'on développera par ailleurs. Ce qui est indispensable aujourd'hui, c'est la fibre optique. Alors, il y a eu, de la part du département, un engagement il y a quelques années, auquel on a tout à fait adhéré, mais qui n'est pas suffisant aujourd'hui. C'était la mise en place de la DSL. On sait très bien aujourd'hui que ça ne suffit pas. L'objectif, c'est de mettre de la fibre optique. Alors évidemment, ça peut vous paraître comme ça des dépenses, vous allez dire où est-ce qu'ils vont faire des économies, on va vous l'expliquer, mais on a fait sur les collèges ce qui était appelé le plan collège, 100 millions d'euros qui étaient prévus, note de fin d'ailleurs 200 millions d'euros. On peut aujourd'hui se focaliser, puisque les collèges sont rénovés, sur les infrastructures et sur la fibre optique et mettre le paquet. Pourquoi mettre le paquet sur les infrastructures et la fibre optique, allez-vous me dire? Parce que ça favorisera le développement économique. Nos entreprises, comme les particuliers, comme les collectivités, les communes, ont besoin de cet outil-là aujourd'hui. Il n'est pas disponible et c'est un vrai frein pour le développement économique sur le territoire. On voit qu'il y a des entreprises qui ne peuvent pas rester parce qu'elles sont en permanence en décalage. Beaucoup travaillent à l'exportation. D'accord, vous n'avez pas de connexion Internet, c'est compliqué. Le client à l'autre bout il n'attend pas forcément. Et puis que dans la vie de tous les jours, dans la société évolue, on a besoin de cet outil-là. Donc ça, c'est un engagement fort. Alors, sur autre compétence qui concerne moins les particuliers, mais qui est importante aussi, c'est un dispositif qui s'appelle le contrat de développement rural et qui a remplacé toutes les subventions que donnait le département aux communes et qui est très importante aujourd'hui, parce que l'État a baissé les dotations aux collectivités, il faut qu'elles aient les moyens d'exister, et donc le département alloue une somme annuelle à la communauté de communes, charge à la communauté de communes d'en disposer entre ses compétences à elle et puis celles des communes. Voilà. Alors qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui au département? Le département est dans une situation extrêmement compliquée financièrement et même dramatique financièrement. Alors vous allez nous dire, vous étiez conseillers généraux et qu'est-ce que vous avez fait? Alors on était dans l'opposition, on a défendu, moi depuis 2004, André Rigaud et Hervé Musard depuis 2001, cet objectif d'investir et d'arrêter de dépenser sans arrêt dans des dépenses de fonctionnement. Parce qu'au bout d'un moment, c'est comme dans votre porte-monnaie, quand vous avez dépensé tout, il ne reste rien. Et le département, qu'est-ce qu'il a fait pour subvenir à ces dépenses croissantes de fonctionnement? Il s'est dit, c'est tout simple, on va prendre dans la poche des actionnaires. Donc on va augmenter la fiscalité. C'est pour ça que vous avez dû remarquer en 2010 que le département a augmenté la taxe de foncier bâti de 61%. Rien que ça, 61%. Alors, aujourd'hui, on n'a pas le droit d'augmenter une taxe comme ça sans en baisser une autre. Donc il a dit, je vais en baisser une autre. Il a baissé la taxe d'habitation que vous payez les uns et les autres, en disant, de toute façon, on monte d'un côté, on descend de l'autre, donc grosso modo, ça ne va pas faire bruit. Si, ça fait beaucoup de bruit. Et pourquoi ça fait beaucoup de bruit? Parce que la taxe d'habitation, qui habituellement revenait comme recette au département pour fonctionner, elle est par la loi plus une recette pour le département, mais une recette pour les communes. Donc les communes, toutes les communes rurales, cette baisse de la taxe d'habitation, elles l'ont ressenti en manque de recettes. Et le département s'en est lavé les mains. Et puis la hausse du foncier bâti, par contre, tout le monde l'a pris de plein fouet. Alors l'argument, quand on opposait ça au président, c'était « oui, mais le fait est qu'on a monté d'un côté, on a baissé de l'autre, c'est équilibré ». Écoutez, nous on a eu tellement de particuliers qui sont venus nous voir en disant que l'équilibre n'était pas du tout celui escompté, on avait des bonnes raisons de revenir à la charge régulièrement. Et je vous donne un exemple tout concret. La personne âgée de plus de 75 ans est exonérée de taxe d'habitation, elle ne la paye pas. Si elle est propriétaire d'une petite maison, d'une maison ou d'un appartement, et qu'elle est en maison de retraite, elle a pris 61% de l'augmentation du foncier bâti, la taxe d'habitation qu'elle ne paye pas, elle n'a pas vu la baisse. Et alors ça, on pourrait se dire, en 2010, c'est pas grave. Mais si, parce que depuis 2010, tous les ans, vous continuez à payer cette augmentation. Et ça va plus loin. Et ça va plus loin. Parce que les artisans, les commerçants, les entreprises, eux, ont les 61% de plein fouet. Aujourd'hui, on a un chômage le plus fort de France. C'est pas en taxant les entreprises et les artisans qu'on va les faire venir. C'est une erreur magistrale. Alors, on souhaite, nous, regarder cette fiscalité de très près. On vous a mis un petit tableau, vous le retrouvez dans tous les documents parce qu'il était très parlant.
On a pris 3 départements de même strate de population. L'Aisne en premier, la Somme parce que c'est en Picardie, donc dans la région, et puis la Côte d'Or qui est plus centrale, donc même population. Vous regardez le foncier bâti, vous voyez les chiffres, 31,72 dans l'Aisne, 25,54 dans la Somme et 21 dans la Côte d'Or. Donc déjà, il y a une sacrée différence. Vous voyez la ligne d'après, chômage. C'est effectivement inversement proportionnel, plus on paye cher, moins on fait venir forcément certains. Et puis la ligne la plus parlante, c'est celle du bas. Regardez sur la ligne du bas le nombre de fonctionnaires. Alors il est complété dans les 2948 par 173 contractuels, mais qui sont des postes ouverts au Conseil général. Et la Côte d'Or, pour la même strate de population, arrive à fonctionner avec 2020 personnes. Donc il y a un écart important de 900 quelques fonctionnaires. Le total, enfin la différence entre la première, l'Aisne et la Côte d'Or, c'est une somme que le département dépense chaque année de 35 millions d'euros. Voilà la différence. Alors, 35 millions d'euros. Les 35 millions d'euros, c'est exactement le coût du transport scolaire gratuit avec les rythmes scolaires. Donc, vous voyez qu'on peut trouver des marges pour faire des économies et éviter effectivement, chaque fois qu'on a un projet ou une solution, d'aller prendre dans la poche des actionnaires, mais plutôt de se dire, on a des recettes qui viennent de différents endroits et avec ça, il faut faire fonctionner le département. Et on s'engage à le faire parce qu'on a déjà trouvé des marges de manœuvre. Alors les marges de manœuvre, vous allez dire, parce qu'il y en a beaucoup qui posent ces questions, vous allez les trouver où? Déjà, on va les trouver chez nous, parce que c'est à nous de montrer l'exemple. Quand le président Daudigny est arrivé en 2001, il y avait 6 personnes dans son cabinet, on est passé à 12. Voilà, donc ça occupe effectivement quelques personnes à côté. Il y avait 6 vice-présidents, il y en a aujourd'hui 12. Bah, évidemment, quand on est vice-président, on touche des indemnités de plus. Il y en a plus qui siègent en commission permanente et du coup, ça fait des frais de fonctionnement. Donc, on a décidé de les ramener à maximum 7. On dit maximum 7, ce qui ne veut pas dire qu'on est obligé d'en mettre 7. Si l'État nous dit un jour, vous avez une grosse compétence à reprendre et qu'il faille un vice-président, on peut à ce moment-là en mettre un 7e. Alors, on commence par nous. Après, on va s'attaquer à des dépenses qui sont beaucoup trop importantes dans le département, notamment tout ce qui est dépenses de communication. Vous avez tous vu les campagnes de communication l'Aisne et Sopen. Alors, comble d'ailleurs, puisqu'on s'était bagarré à quelques-uns, dans le département de l'Aisne, où on a le château de Villers-Cotterêts, l'édit de Villers-Cotterêts et la défense de la langue française, d'aller faire une campagne de communication en anglais. Et chaque actionnaire a reçu un CD, je pense que personne n'y a regardé de très près. Coût de la campagne, 3,7 millions d'euros. Retombée, je ne sais pas si on a des Parisiens qui, quand ils voient l'affiche dans le métro, sont séduits pour venir chez nous. Visiblement, ça n'a pas suffi à développer le département. Et puis, autre campagne qui est absolument honteuse et qu'on a dénoncée, c'est la campagne du président Daudigny, voulant faire connaître l'Aisne aux chefs d'entreprise. Ben, l'objectif, on peut qu'il fédère. Mais qu'est-ce qu'il a mis en place derrière? Il a mis en place un système qui fait qu'il emmène les chefs d'entreprise du département de l'Aisne au Trianon à Paris. Vous allez me dire, moi j'ai pas tout compris parce que je ne sais pas comment est-ce qu'on fait connaître l'Aisne quand on sort les gens de l'Aisne pour les emmener au Trianon. Coût de l'opération, 250 000 euros, et comme ça ne suffisait pas, ils ont rajouté, revoté 100 000 euros. 350 000 euros par an, ça. Voilà, c'est tout ça qu'on dénonce. Alors on l'a dénoncé régulièrement tous les trois, et je salue l'arrivée d'Hervé. J'ai continué sur ma lancée parce que c'est pas facile. Voilà, mais on l'a dénoncé très fortement. Simplement, moi je peux rajouter quelque chose parce que c'est formidable. Hein. Dans l'histoire des dépenses au niveau du Conseil général ou de la majorité, il y avait un quart par canton. Nous, les 8 de notre groupe, on a refusé d'y participer. Mais dans le mille, ils ont récupéré les cartes pour eux. Ils auraient pu dire on fait une économie, mais non, ils l'ont dépensé. Voilà, toutes ces dépenses-là, elles vont nous donner un certain souffle. Alors il y aura d'autres choses à faire, hein. On va déjà demander un audit financier de la situation, parce qu'on ne sait absolument pas où on va. Vous allez nous dire, on est conseillers généraux, pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas les dossiers? Parce qu'on ne nous a jamais donné clairement les chiffres. C'est-à-dire que dans les collectivités, il y a un budget qui est fait. Chaque année, il était différent. Les lignes étaient mélangées. On ne retrouvait pas pour comparer par rapport à l'année précédente. Alors, je ne dis pas qu'il y a forcément de fausses manœuvres là-dessus. Enfin, quand on commence à être aussi peu clair, c'est quelque part, on n'est pas aussi serein que ça. Et on a notamment, au moment où on a parlé des emprunts toxiques dans les collectivités, posé tous les trois très clairement la question, Monsieur le Président, y a-t-il des emprunts toxiques? Non, il n'y a pas d'emprunts toxiques. Très bien, Monsieur le Président, mais enfin,
Ça nous semblait quand même un tout petit peu limite comme réponse, et on est revenu à la charge régulièrement. En 2010, tout d'un coup, on a découvert qu'il y avait un emprunt toxique au département, adossé sur la couronne danoise ou suédoise. Renégociation du prêt, puisqu'il fallait s'arrêter tout de suite. Renégociation du prêt, ça a coûté 25 millions d'euros aux actionnaires, plus le capital et les intérêts qui continuent de courir. Et puis, on a du coup été très attentif à la chose, et fin décembre, comme ça, dans un rapport qui nous est passé en session, on s'est aperçu qu'il y avait 3 nouveaux emprunts toxiques. Un adossé sur la parité dollar-franc-suisse et les 2 autres sur le franc-suisse. Donc on est revenu à la charge, nous disons au président, on croyait qu'il n'y avait pas d'emprunt toxique. Expliquez-vous. Hervé Buzard, le président de notre groupe, a fait une question écrite pour obliger le président à nous répondre. Parce qu'en général, quand il y a des questions difficiles, vous savez, on vous dit toujours on vous répondra plus tard. Voilà. Et on n'a pas de réponse. Donc là, avec une question écrite, il était obligé de nous répondre. On a eu un regard amusé tous les 8 dans notre groupe, parce qu'en lisant son papier, il a commencé par introduire les choses en disant, vous savez, c'est très technique. Vous n'allez pas comprendre. Ben, on avait tout à fait compris. Hein. Et donc, on a un emprunt qui est en train d'être négocié de 9 millions d'euros. Ce qui va coûter probablement dans la renégociation encore un coût d'une vingtaine de millions d'euros, plus les 2 autres. Donc vous voyez où en est la situation du département. À force de faire des dépenses sans arrêt pour tout le monde, sans que ça soit d'ailleurs dans nos compétences propres, eh bien qu'est-ce qu'on fait? Ou on n'a plus d'argent, ou on va ponctionner les actionnaires, ou voilà, on fait des emprunts et on n'a plus de capacité d'autofinancement. Simplement pour préciser les choses, au 1er janvier, le département devait 402 millions d'euros de remboursement d'emprunt en capital pour un budget de fonctionnement de 525 millions d'euros. 4/5 en dette. Si vous voulez, au niveau des collectivités, il y a des maires, il y en a ici, quand on fait le ratio de l'endettement, on prend l'encours, on divise par la CAF, ça s'appelle l'autofinancement, ça donne un nombre d'années à rembourser. Jusque 5 ans, on est dans le vert, jusque 7 ans, on est dans l'orange, jusque 10 ans, on est dans le rouge, et au-delà, c'est flamboyant. Nous, on arrive à 11,3 au département. Combien? 11,3. Et comme ils avaient beaucoup de difficultés, ben le jeu, qu'est-ce que c'est? C'est de se dire on n'a pas assez d'argent, on est bloqué, on n'a plus d'autofinancement, on a mal géré les choses, on ne veut pas le reconnaître, et bien on étale la dette. Ce qui fait que la dette, elle court sur de nombreuses années, et donc c'est compliqué après. Alors vous allez nous dire, mais comment vous allez faire? Mais encore une fois, on va demander un audit très précis des finances du département, et puis on va commencer à serrer les verrous partout où il faut. Partout où il faut. Je dis bien, et pas n'importe comment. Parce que certains de nos adversaires qui ont moins travaillé sur le projet par rapport aux compétences du département, et on le voit bien, vous l'avez lu, commencent à dire on va arrêter les transports gratuits. Mais c'est faux, c'est écrit clairement que nous souhaitons que les transports gratuits soient maintenus. Hein, et on veut même revoir le dispositif. Alors c'est là où certains bien connus font très mal les choses, puisque reprennent seulement un petit bout de phrase. Hein. On a bien mis revoir le règlement des transports. Ben oui, aujourd'hui on a besoin de le revoir parce que c'est un dispositif qui est très daté et qui n'est plus adapté aux familles, à la sociologie des familles aujourd'hui. Il y a beaucoup de familles recomposées, il y a des parents isolés, il y a des enfants qui sont séparés d'un des parents la semaine. On ne va pas les empêcher d'aller à l'école et d'être éduqués. Mais est-ce qu'on ne peut pas simplement dans le règlement dire cet enfant-là qui est chez son papa ce lundi-là puisse aller à l'abrébus, prendre son car et aller à son collège, et la semaine d'après chez sa maman. Aujourd'hui, c'est pas permis. Vous avez autoritairement oui, un démarrage et un point de chute. Bon, on veut l'élargir. Certains disent que, donc ils ont probablement d'ailleurs très mal lu notre D'ailleurs, à ce sujet-là, parce que moi j'ai souhaité parler de ce qui se passe un peu sur Villers. Je ne voulais pas que ce soit Isabelle, parce qu'Isabelle est attaquée en permanence par des tracts. J'aurais quand même, je ne fais pas de campagne pour attaquer les gens, mais j'aurais quand même mettre les choses au clair. J'ai vu qu'il y a un tract qui circulait en disant qu'elle était absente en permanence aux séances, ce qui n'est pas vrai. Pas vrai du tout. Alors je trouvais des mensonges à cette hauteur-là. En plus, elle intervient à chaque séance, comme tous les mois d'ailleurs. Donc ça, c'est la première des choses. Quand je vois des 47 ou 57% de complètement faux, inadmissible d'en arriver là. Après, pour les transports scolaires, dire qu'on allait revoir le règlement, ça allait supprimer la gratuité, on vient vous expliquer que non. On voulait simplement revoir parce que il y a des gens, effectivement, des familles composées, et puis il y a autre chose, parce que moi je le soulève assez longtemps au département, il y a plein de cars qui sont à moitié vides et les gens qui sont en voiture derrière.
J'estime qu'on pourrait revoir la chose de façon à mettre des cartes optiques, ça nous coûte moins cher, c'est simplement ça. Le but est ça. Et là. Après, aussi, je voulais simplement remettre les choses au clair, aussi au niveau de la voirie de la Nationale 2. Il dit qu'on n'a pas voté les budgets, on est contre la voirie, tout ce qui s'ensuit. Le seul, Hervé et Isabelle, le seul qui intervient depuis 15 ans sur la voirie, je suis le seul, c'est moi qui m'attraque la majorité pour qu'ils fassent des efforts sur la voirie. Alors j'ai été chercher le rapport qui date de 2008. De 2008, il dit qu'on va financer une part de la Nationale 2 parce que c'est à la charge de l'État. Je l'ai là. Et il dit qu'on a voté contre. Le Conseil général adopte à l'unanimité les propositions du rapporteur. Donc tout le monde a voté, y compris nous. Et je détaille le rapport. Je peux vous dire que dans l'opposition, on est deux à intervenir. Il y a M. Tordieu, qui était à l'époque encore, qui a intervenu pour la Nationale 2, et moi-même qui ai intervenu sur la D9. Michel Laviolette. Il n'est pas dans le rapport. Et il a le culot d'aller dire dans ses tracts qu'on a voté contre. On est où là? Il a parlé du carrefour de Brabançon. On n'était même pas élus à cette époque-là, alors ça fait doucement rigoler. Après, je lis dans son tract qu'il a fait obtenir, je sais plus, 4,5 millions dans le canton d'Ouchy et 14 dans le mien. Moi, tout à l'heure, j'étais à une réunion, il y avait tous les maires. Je ne sais pas où il a trouvé ça. Mais on ne l'a jamais vu. Pourquoi il se trouve ça? C'est le boulot de l'Hervé, c'est mon boulot. Sur le canton de Villers, moi, je n'ai pas prétention de dire que j'ai fait quelque chose. Je les ai votés, effectivement. Mais il a fait son travail comme nous, on a fait son autre. Donc, de l'air de dire qu'il a tout fait dans le nouveau canton, je regrette. Il faut mettre les choses au clair. C'est inadmissible. Je lis un peu plus loin qu'il a fait pour les casernes de pompiers. Casernes de pompiers, ça a été décidé en 2001, la création du SDIS. Il y avait 4 phases, donc la Ferté Milon était dedans. C'est pas aujourd'hui que ça a été décidé, c'était décidé en 2001. Et à l'époque, il était pas. Moi, je faisais partie du bureau du SDIS, je ne peux pas monter, mais ça s'est passé comme ça. Et dire que Neuilly-Saint-Front, il a participé à la création de la caserne de pompiers, je regrette de dire, je suis maire de Neuilly-Saint-Front, ça a été fait par la commune de Neuilly-Saint-Front avant que le 10 soit fait. Alors quand je vois ce ramassis de mensonges, ces attaques personnelles contre Isabelle, je trouve que c'est indécent, c'est pas digne d'une campagne. Je voulais simplement le dire. Oui, juste pour ajouter que je n'ai jamais vu Michel Laviolette dans mon canton tout le temps où j'étais élu conseiller général et que je l'ai vu pour la première fois l'autre jour, on est en campagne, c'est sûr, à un concert, il était là. Et c'était la première fois que je le voyais. Voilà. Alors, c'est pas lui, je suis certain, on peut tous le prouver, que c'est pas lui qui a fait le boulot pour les autres, jamais. Donc il y a des méthodes, mais en campagne électorale, on n'est pas là pour attaquer les autres. On est là justement, nous, pour proposer des nouvelles choses. Le passé, c'est le passé, on ne peut plus y refaire. Donc proposer un programme, comme on l'a fait, et je pense qu'on est les seuls à proposer un programme. Je ne sais pas si vous avez lu les tracts, moi je les ai reçus, il n'y a personne qui propose un programme. Et nous, on est clair, ce qui est marqué, on le fera. Ceux qui me connaissent sur Neuilly-Saint-Front, moi j'ai toujours dit des choses que je les ai toujours réalisées. D'ailleurs, il faut voir comment j'ai fait bouger les choses à Neuilly-Saint-Front sur mon canton. Donc c'est simplement ça que je voulais dire. Je ne veux pas l'attaquer, et je voulais mettre les choses au clair. Alors, petite peut-être précision sur ceux qui ne proposent pas de programme. Si, vous auriez lu le tract du Front National, où alors là, il y en a des choses. Hein. La seule différence avec le nôtre, qu'est-ce que c'est? C'est que le Front National, il parle de sujets qui sont probablement très importants, hein. Ça on ne le dénie ni les uns ni les autres. On parle d'immigration, de l'Europe, de tout ça, comme d'habitude, c'est une campagne nationale. Mais quelle application au niveau du département? Ça n'a rien à voir, strictement rien à voir avec les compétences du département. Mais est-ce qu'après les élections, vos compétences vont rester les mêmes? Alors maintenant, on sait. Déjà, la bonne question. Déjà la loi, on fait un peu le feu tout partout. Déjà, c'est de toucher que 20% des compétences du département. Parce qu'ils ne savent déjà pas ce qu'ils vont nous prendre. Ils touchaient que simplement à 20% des compétences, donc il restait encore 80%. Aujourd'hui, on a la voirie reste au département, les collèges restent au département, il n'y a que les transports scolaires qui passent à la région. Et là, c'est un gros problème parce que si on est le seul département à ne pas faire payer, et si on fait payer, le coût moyen par enfant, c'est 830 €. Imaginez-nous les familles qui ont 2 ou 3 enfants. Donc là, c'est dramatique. Mais bon, pour l'instant, il y a peut-être des solutions où le département peut intervenir, ça on verra après. Mais aujourd'hui, il n'y a que la compétence de transport scolaire qui n'est plus dans le département. Donc c'est minime. Comment le coût du transport scolaire, c'est 35 millions. Voilà. Je crois que l'essentiel, c'est déjà de lire votre papier. Oui. Quand on compare par rapport aux autres, voilà.
Il y en a, on a fait. Mais comparons par rapport à votre travail. Je trouve que c'est un bon travail. Bien que le projet, ce n'est qu'un projet, ce n'est qu'une débauche, que je trouve qu'il est bien fait par rapport à ce que j'ai pu lire tout à l'heure. Merci, monsieur. Je crois qu'on est les seuls à avoir fait ça. C'est vrai que de parler de son bilan passé, grosso modo, tout le monde le connaît. C'est pas pour ça qu'on est là, c'est pour dire qu'est-ce qu'on veut pour le département de l'Aisne dans les 6 ans à venir. Et puis après, parce que André Rigaud vous a dit tout à l'heure son dernier mandat, vous avez bien compris qu'avec ces lignes que je mets aussi dans la voie, c'est aussi mon dernier mandat. Quand on a fait un certain nombre de mandats, il faut laisser la place à d'autres, hein, pour les mêmes raisons. Et c'est fini, mais quand même en tant que remplaçant. Donc tu nous seras utile avec toute ton expérience. Il faut savoir se projeter et puis pas à court terme. On n'est pas dans le calcul là à quelques-uns de la fin du mandat en disant on va leur mettre plein de trucs sur le papier qui vont leur faire plaisir et comme ça on sera tranquille le coup d'après. C'est pas du tout ça l'action politique. L'action politique c'est de se projeter à moyen, à court terme, à moyen et à long terme en se disant mais qu'est-ce qu'on veut pour le département de l'Aisne, mettons dans 25 ou 30 ans, qu'est-ce qu'on veut pour nos jeunes, pour nos petits-enfants, on veut qu'ils soient comment ce département. Et petit à petit on installe les choses pour que nos successeurs, ils continuent. Mais ils continuent dans le mieux. Effectivement, aujourd'hui, on continue dans le moyen. On a des routes complètement détraquées, on n'a pas de connexion, tout à l'heure je vous disais Internet, on a des problèmes de téléphonie mobile, on a des problèmes partout, et on dépense toujours plus, et on fait dépenser aux actionnaires. C'est pas ça, hein, l'action politique, c'est pas ça du tout. Moi, je vais vous expliquer quelque chose. Vous avez dit tout à l'heure, c'est notre 4e mandat de maire. Et à chaque fois, on fait le programme. À chaque fois, mon programme est sur mon bureau et au fur et à mesure des mois qui passent, je raye sur les chaînes qui croient. Moi, j'applique exactement ce que je dis. Et je l'ai fait. D'ailleurs, vous pouvez aller sur Neuilly-Saint-Paul, vous verrez. Tout le monde est content et je tiens ma parole. Et je continue à le faire. Je continuerai à le faire. Et Isabelle, pareil. Voilà. En tous les cas, je crois que monsieur a raison de dire que quand on se présente à une élection, c'est bien avec des projets pour l'avenir. Et pas avec des rétroviseurs pour regarder ce qui s'est passé dans le passé. Dire j'ai installé, j'ai dépensé 4 millions dans un canton, ou 400 000 dans un canton. Bon, en plus il n'y a pas mis les pieds, je vais vous dire, je crois qu'il faut arrêter, c'est qu'il n'a plus d'idées, il a peut-être le cerveau qui va plus bien. Mais il aurait dû faire comme moi, quand je vous ai annoncé tout à l'heure que à la fin de mon âge, j'aurais 70 ans, je vous ai dit j'arrêterai. Lui il a 71 ans, il a oublié d'arrêter. Voilà. J'aurais une petite question sur l'économie. J'ai mieux compris après vos explications sur les impôts au niveau des entreprises, tout ça. C'est concernant la zone d'activité qui a été créée il y a quelques années déjà entre Villers et Soissons. Le parc d'activité de la zone du plateau. Où il y a des beaux panneaux qui disent à 3/4 d'heure du monde en parlant de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, tout ça. Mais sur la zone du plateau, c'est une tristesse au niveau entreprise. Mais ça, c'est l'exemple même d'un projet qui est mal conçu au démarrage. Comment ça se conçoit un projet? On parle d'activité économique. On a besoin d'attirer des entreprises chez nous. Pourquoi? Pour qu'il y ait de l'emploi et donc moins de chômeurs. Et donc moins de charges sociales après et moins de choses à payer. Comment on fait ça? On ne fait pas tout d'un coup en décidant, tiens, c'est pas mal sur le plateau, on a décidé qu'on allait mettre ça. Évidemment, il y a la RN2 qui n'était pas loin. Mais il n'y a pas que ça. Il faut faire un projet qui soit, comme je le disais tout à l'heure, conçu en plusieurs étapes. Pourquoi on veut attirer des entreprises? Pourquoi on veut les mettre à cet endroit-là et pas à un autre? Et quel retour on va en avoir? Là, le projet il a été monté à l'envers, c'est-à-dire qu'on a dit, il y a un beau plateau, on va commencer à faire une expropriation, une préemption, on va faire du bitume partout, parce que là c'est à certains endroits éclairés et surveillés, et puis après on verra s'il y a des entreprises qui veulent venir. Résultat, voilà, il n'y a pas de cohérence. Je peux vous donner un autre exemple, et pour les deux. Au département, on a créé une société d'investissement pour les bâtiments industriels. C'est quelque chose de privé, bien qu'il y ait de l'argent public, quelque chose de privé. Dont le président, le conseil général, qui est président, on est tous les deux administrateurs. Un jour, on arrive, en plus c'est pas sur Soissons, on dit voilà, on voudrait faire des bâtiments sur Soissons. On dit oui, mais est-ce que vous avez l'industriel derrière? Non, on verra après. On est sûr de la savoir. Donc, nous deux, on a mis le point sur la table. Les banquiers, parce qu'il y a des banquiers qui étaient d'accord avec nous, ils ont passé de force. Aujourd'hui, on est en perte à cause de ce projet.
Voilà. On est obligé de vendre, parce que de vendre ces bâtiments en perte parce qu'on n'a jamais trouvé de locataire. Ils mettent la charrue là, On perd combien sur cette histoire? Ah, sur Ah l'histoire. là, c'est pas le département, c'est une société mixte. Oui, mais attendez, société d'économie mixte. Aujourd'hui, si vous c'est voulez, les communautés de communes qui ont Les communautés de communes, on revient à la même chose. Aujourd'hui, on est à 100 000 € de déficit. Oh, c'est rien. Non, c'est pas C'est grave. violent, Mais faut ça pas peut répéter. déraper, ça peut déraper. Faut pas répéter 100 000, parce que 100 000 €, c'est quand même une somme. Et nous, C'est pas on compliqué. estime qu'un euro, à partir d'1 euro, il faut faire attention. C'est pas Du moment où on commence à laisser filer 1 euro, on laisse 10, on laisse 100, et puis après, voilà, c'est C'est par ça. rapport à d'autres choses. Par rapport à d'autres choses. Pour 100 000 € cette année, et c'est on cumule depuis 7-8 ans. Je voulais vous demander, vous qui êtes depuis quelque temps au Conseil général, vous avez parlé tout à l'heure des emprunts toxiques, là on parle de la SEM. Dans les emprunts toxiques, on n'est plus à 100 000 €. 100 000 €, je dis c'est rien au niveau du Conseil général de 500 millions. Au niveau personnel, c'est énorme. Et je suis quand même toujours surpris que, parce que ceux qui ont signé ces emprunts toxiques, c'est pas vous et moi, je suis pas un financier, donc, c'est un professionnel, j'imagine, c'est un directeur financier. Non, c'est le président du conseil général. C'est le président du conseil Oui, général qui signe. Mais sur les conseils, alors, Probablement. Sur les conseils de son DAF, de son j'arrive pas directeur à cette personne, est-ce qu'elle est toujours là? financier. Parce que non, elle est partie en retraite. Et par contre, Oui, il est parti en retraite. il a été viré sans indemnité, j'espère. Ah non, il est parti en retraite. Non, mais Un c'est- fonctionnaire est Fonctionnaire viré, viré. il part en retraite et il touche encore son. on dépasse son salaire. la limite de la faute grave. dans ce- Oui, dans ce niveau-là. Tout à fait. Attendez, c'est même pas le DAF qui a fait proposition. Non, mais globalement, vous avez un comité de professionnels. Je veux dire, quand on emprunte 40 millions d'euros, c'est pas trois copains qui se réunissent pour dire on va les emprunter. Vous prenez C'est vrai des que- conseils, vous analysez le risque, et après vous prenez une décision collective de plusieurs dirigeants. Une faute comme ça, c'est impardonnable. C'est le directeur général des services de l'époque qui a présenté ce dossier au président. Et le président, c'est vrai, comme on l'a dit tout à l'heure, ces dossiers sont tellement complexes et qu'il n'est pas du métier. Il a cru son directeur général des services, il lui a fait confiance. C'est pas pour ça que je l'excuse, mais il aurait dû aller piocher un peu plus loin pour savoir. Et en fait, nous, le conseil, on n'est même pas au courant. On vote des enveloppes d'emprunts et on délègue au président le choix des emprunts qu'il peut Je ne mettais pas en faire. cause le conseil, mais les signataires. Et surtout cette impunité qu'on a derrière. Voilà. Vous parlez de la SEM, on fait des bâtiments, on trouvera des locataires derrière. On est dans une période faste au niveau économique. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'on se bat pour aller dans l'air. D'accord. Ça me permet. Bah non, mais on avait pris le Et, dossier à l'envers. j'ai quand même l'impression, que ce soit le Conseil général ou d'autres, que globalement, on peut lancer des idées, on peut dépenser beaucoup d'argent, faire n'importe quoi. Il n'y a jamais de sanction. La pire sanction, c'est effectivement, on n'est pas réélu. Mais pour un administratif qui est sur place, bon, lui, il reste en place. Vous ne pouvez pas virer un directeur adjoint du Conseil général de l'Aisne. Donc vous le gardez. Sauf pour faute grave, un fonctionnaire peut Et être est-ce tout à que, fait, est-ce que, par exemple, ce sont des choses que vous feriez, c'est-à-dire en arrivant à dire, oui. monsieur, vous êtes trompé, c'était très mauvais. Tout à Il n'y a fait. qu'un problème. Tout à fait. Tout à fait. Pour nous, il y a une logique. Les élus dans une collectivité, ils sont maîtres de leurs décisions, mais ils en sont responsables. Et ils en sont responsables devant les électeurs et leurs concitoyens. Donc, quand il y a une faute, d'abord, comme le disait Hervé, le président, il est responsable quelque part. Il n'y a pas à se dire j'ai pas vu, j'ai pas fait, ou c'est le directeur général des services. Dans la vraie vie, le dirigeant d'entreprise est systématiquement responsable. On est d'accord. Et voilà. Et ben Ça, voilà. vous avez raison. Et ben voilà. Et ben, ça devrait être pareil exactement pour les élus et pour les administratifs. Quand on a pris une responsabilité, qu'on a engagé une collectivité, qu'on fait une erreur majeure, la première chose à faire, monsieur, c'est la démission. Mais est-ce que vous voyez aujourd'hui certains élus démissionner? Pas plus beaucoup. Il y en a qui n'ont pas trop le sens ni aux fonctionnaires. ni de l'honneur, ni voilà, Dans le pire des cas, dans le meilleur des cas, on va changer de collectivité. quelques-uns. Je vais revenir sur la zone du plateau. Ah, Oui, on n'avait pas terminé. On n'avait pas terminé. On a détricoté la revenir flotte. avec On a détricoté la flotte. À l'époque, parce que vous êtes de Ferrand-Ardenois ou de Neuilly-Saint-Front, en fait, on parle plus du Soissonnais, là. C'est vrai que la zone du plateau, j'ai participé à toutes les réunions du pays du Soissonnais à l'époque. Et il y avait un président
qui avait de grandes ambitions, et c'était pas M. Carré, c'était son prédécesseur, qui avait de grandes ambitions sur cette zone du plateau, et c'est lui qui avait démarré cette zone en nous disant de toute façon, on va se dépêcher de faire la première zone, regardez, ça c'est vendu, j'ai déjà des plans, ça y est, les entreprises elles sont là, on les a placées, et il faut absolument qu'on achète une deuxième partie et qu'on construise dans la foulée la deuxième partie de la zone. Aujourd'hui, je lui avais demandé à l'époque, à ce M. Paulin, qui était le président de la commune d'Aglo, je lui avais demandé, mais M. Paulin, vous avez des promesses de vente? T'inquiète pas, ils vont me les signer, les promesses de vente. Et ben voilà comment ça s'est passé. Et puis aujourd'hui, oui, ben cette zone, elle est vide. Elle est vide, et puis on nous a, le Conseil général, la CIMEA plutôt, tenu par le président du Conseil général, sous l'influence de M. Carré, président de la communauté d'Aglo, eh bien, a dit, ça fait quand même pas beau d'avoir une zone qui est complètement vide. Alors la CIMEA, eh ben, il a des sous, on va mettre des bâtiments dessus, et puis les bâtiments, ben, ils sont là, ils sont restés, voilà, comme ils sont. Cette zone... Non mais l'histoire, elle est là. Cette zone du plateau, tout simplement. Elle est en 2005 à peu près, 2005-2006. Oui, ça doit être ça. C'est ça. En 10 ans. À la limite, cette zone, elle existe aujourd'hui. Oui. Ça fait 8 ans qu'on est en pleine crise. On peut se dire que si on va bien sortir un jour, et à la limite, il restera quelque chose quand même. C'est-à-dire que si, après-demain, on a une entreprise qui décide de s'implanter, c'est vrai que vous pourrez, je dis vous parce que ce serait pas mal qu'il y ait un changement quand même, non mais au moins vous pourrez répondre à cette demande. Oui. Donc, dire que c'est quand même pas mal qu'il existe. Après, elle est mal placée. Elle a été remblayée sur 3 mètres de hauteur, je ne sais pas combien ça a coûté, mais c'est assez formidable. Là-dessus aussi, je voulais dire un mot. Mais ça, c'est un autre point de vue. Pour précision, je fais des zones industrielles depuis 20 ans. Donc c'est un métier que je connais assez bien, et j'y implante des bâtiments. J'aurais jamais mis un sou à cet endroit-là. Mais on a le droit de se tromper, et elle est là, et c'est bien. C'est bien parce que ça permettra de répondre un jour. Ça va coûter très cher, mais ça permettra quand même de répondre. Maintenant, elle n'est pas forcément au bon endroit. Et je vais rebondir là-dessus parce que je vois que vous parlez beaucoup de développement économique. Vous avez beaucoup de travail parce que les gens de l'Aisne restent. Moi, je suis venu volontairement il y a 15 ans dans l'Aisne. J'étais en Seine-et-Marne. Les gens de l'Aisne aiment l'Aisne. C'est un bel endroit. Et par contre, les autres, quand vous dites qu'un entrepreneur qui cherche à s'implanter quelque part, qui n'a pas un lieu géographique précisément, Hélène, c'est quelque chose. À la base, il est un peu rebuté. Vous pouvez lui dire, on est prêt, on est par exemple Paris, on est prêt en Roissy, il y a la RN2 qui est passée à 4 voies, les gros travaux sont finis, il y a plein d'autres disponibles. Il va regarder, il va dire pourquoi pas. Puis il va regarder la fiscalité, là c'est 31%. Et puis le petit il va faire marche arrière. Vous déchirez. Donc vous n'allez pas avoir une tâche facile parce que déjà à la base, c'est un laine pour beaucoup, ça refroidit, direct. Plus une fiscalité abominable. Ouais. Donc j'imagine que vous avez travaillé le sujet et vous comptez l'aborder comment? En rebant les manches le plus haut possible. Oui, mais ça c'est gentil. Ça va pas être facile. On a évidemment des... Vous êtes arrivé un peu en retard, mais on a expliqué. Excusez-moi. Simplement, on a dit qu'on allait déjà supprimer tout ce qui était communication, un coup de million. Oui, ça j'ai entendu. Simplement dire qu'on a aussi un problème qui ne va pas se régler tout à fait comme ça du jour au lendemain. C'est des années de travail. On a 2900 fonctionnaires, alors que dans la Côte d'Or, il y en a 2000, 35 millions d'euros. Donc ça, petit à petit, ça va s'améliorer aussi. 35 millions. On va recibler déjà, nous les élus, on va déjà se faire une restriction, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je redis ce qui était dit tout à l'heure, le cabinet était de 6. Non mais j'étais là, oui, je suis arrivé, j'ai une minute de retard. On va tout revoir, toutes les politiques, de façon à pouvoir faire des économies, une par une. Moi, je vais vous dire une chose, là, je suis clair. C'est mon 4e mandat à Neuilly, je reviens sur Neuilly, quand même une expérience. Quand j'ai repris la mairie, il était dans le rouge. J'ai pris toutes les dépenses une par une pendant un an, c'est moi qui décidais. Je vais vous dire, au bout de 2 ans, il n'était plus dans le rouge. Donc,
j'ai l'habitude de faire les choses, et quand j'étais dans l'entreprise, quand j'étais chez Castelclair, justement, j'étais dans l'usine pour remodeler les trucs, pour gagner un peu de finances et de manière de travailler. Donc c'est des choses qui se font facilement quand on a la volonté. On reprend tout à zéro, on étudie tout, de chef d'entreprise, moi j'y étais aussi un peu. Oui, j'ai vu. On serre les boulons là où il faut, et les dépenses, on les fait dans le bon sens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout l'investissement, il est fait. Ici, dans Château-Thierry, maison de la musique à Soissons, le dojo départemental de Chauny, halte nautique à l'Élette, à chaque fois, c'est des 20 millions. Nous, on veut recentrer les dépenses, les investissements sur tout ce qui va amener de l'industrie, c'est-à-dire voirie, fibre optique. Parce qu'aujourd'hui, un industriel qui veut venir dans l'aide, il ne viendra pas s'il n'a pas les moyens de communication électronique. Donc on veut tout axer les investissements sur ça. Voilà. Pour mettre le département à la hauteur des autres départements. Est-ce que vous pensez insuffler au niveau du département, on a besoin au niveau des entreprises globalement? Je sais pas, imaginons, par exemple, on a viagé, on aurait une usine de production de voitures, vous avez à côté tous les sous-traitants. Dans l'Aisne, on n'a pas d'usine de production de voitures. Je ne vois pas ce qui peut ressortir, je ne suis pas assez réfléchi à ça, mais bon, actuellement on est en plein, par exemple, le développement de la consommation des copeaux de bois. Bon, l'aide, par contre, du bois, ça, on en a, on sait faire, il y a des gens qui ont une connaissance. Est-ce que, c'est une question que je me suis posée comme ça, l'aide ne peut pas devenir le centre du bois en France? C'est-à-dire, globalement, si on veut du copeau, on pense à l'aide. Le gars qui fait des machines pour faire des copeaux, il vient les fabriquer dans l'aide. Le gars qui fait de je ne sais pas quoi pour faire des copeaux, quand on pense copeaux de bois, on pense à l'aide. C'est du travail sur très longtemps, mais actuellement, on regarde quasiment tous les nouveaux gros projets des collectivités, c'est de la chaufferie à plaquettes. Si on prend l'aéroport de Roissy, ils en bouffent 80 camions par jour. Malheureusement, on est en train de raser la forêt ici. Je ne parle pas forcément de la raser, je parle de... On est un département de bois, est-ce que... Je sais pas si... Il faut garder la qualité environnementale, en plus la forêt appartient à l'ONF, qui est un état de l'État, donc on n'a pas... la forêt. Oui, on n'a pas grand-chose à décider. Par contre, là où vous avez une vue qui rejoint la nôtre, c'est toutes les industries innovantes. On a un vrai potentiel en France, on a plein de jeunes entreprises qui se développent avec, dans les nouvelles technologies, dans les nanotechnologies, tout ça. On pourrait attirer effectivement toutes ces petites entreprises. Il y a beaucoup de concurrence là. Les concurrences, il y en aura partout de la concurrence. Hein. Et puis encore une fois, c'est pas à nous, élus, à décider quelle telle entreprise va s'installer là et là. On doit créer les conditions dans lesquelles ils peuvent venir s'installer et se développer. Donc c'est en plus en soutien, mais on n'a pas... et je voulais rebondir là-dessus parce que sur plusieurs exemples, la discussion que nous avons, elle est intéressante. Regardez dans un domaine complètement différent des maisons médicales. On sait qu'on manque tous et qu'on va manquer de médecins dans l'avenir. A été mis en place au fur et à mesure des années par les gouvernements successifs les fameuses maisons médicales. On sait que c'est une très bonne idée, mais il y en a la moitié qui ne marche pas bien. Pourquoi? Parce que des élus un jour ont dit oh bah tiens, on va faire une maison médicale, c'est très bien, on va créer tout ça, on va faire plaisir à nos concitoyens, on va faire une belle inauguration. Les concitoyens, comme c'est la santé, ça va les toucher, hop, on aura un retour de voix après. Mais oui, mais quand les élus décident tout seuls, sans les personnes qui sont concernées, c'est-à-dire pour les maisons médicales, les professionnels de santé, ça ne marche pas. On voit à côté de Strasbourg, moi j'ai un exemple très précis d'une maison médicale qui a été créée derrière une faute de voie, enfin une grande route. Tout le centre de la commune où il y avait pharmacie, kiné, tout ça, et de l'autre côté, il n'y a pas un professionnel de santé, on a mis l'argent par les fenêtres. Donc, de la même façon qu'il faut travailler sur ces dossiers de la vie, ces sujets de la vie courante, le lien qu'on a avec les chefs d'entreprise, il est encore une fois de se placer chacun à sa place. L'élu est là en soutien, en apport d'équipement, en apport d'infrastructure, en apport de nouvelles technologies. On ne remplacera pas un chef d'entreprise, d'ailleurs on ne veut pas. Et le chef d'entreprise qui est là, il faut qu'il comprenne lui et qu'il sache qu'il est soutenu par la collectivité, qu'il puisse c'est très important. Mais après, pour attirer le chef d'entreprise... Eh bien l'infrastructure est parce que je pensais qu'on l'avait marqué sur le pack, mais on n'a pas été sur le pack. On ne peut pas tout mettre. Simplement, il y a deux agences aujourd'hui au niveau du département qui s'occupent justement de ça. Moi j'estime que de toute façon, elles n'ont pas de résultats positifs. Non. Ce qu'on veut, c'est transformer ces deux agences en une seule et qu'il y ait la maison d'entreprise. Moi j'ai un exemple particulier qui n'existe plus, mais que j'ai voulu faire. Il y avait la maison de l'emploi et de la formation sur Château-Thierry. C'était moi qui étais le président. Bon, je
je me suis fait un peu éjecter parce que sur Château-Thierry, mes idées politiques ne correspondent. J'avais créé la maison d'entreprise à l'intérieur. Pourquoi? Parce que je m'apercevais, je rencontrais plein d'entrepreneurs qui me disaient je veux me développer, je veux chercher des gens, je n'arrive pas à trouver des gens formés. Donc j'ai voulu amener les entrepreneurs à l'intérieur de la maison de l'emploi et de la formation pour qu'ils puissent être en relation avec tous les décideurs qui font la formation, le Pôle emploi. Donc j'ai des réserves un peu sur eux parce que sur leur efficacité. J'étais chef d'entreprise, je vois votre réaction, on est tout à fait d'accord. Donc mais je voulais mettre ensemble, au même endroit, les entrepreneurs. Et que ce soit simple. Et donc ça a marché un peu, mais bon, j'ai fini par laisser tomber la chose parce que j'avais tellement de monde qui essayait de me fusiller, qui n'appréciait pas que j'ai fait rentrer le monde de l'entreprise dans la maison d'emploi. J'ai tout abandonné et maintenant ça a capoté. Mais c'est un peu l'idée, c'est d'avoir une agence où on regroupe tout et qu'il n'y ait qu'une seule porte d'entrée et qu'on puisse aider les jeunes entrepreneurs, les entrepreneurs qui veulent venir dans le département. Mais ça c'est très bien pour tous les gens qui travaillent et qui vont venir. Le propre, un des problèmes, j'habite ici et j'aime être ici, c'est que globalement, la vie de l'entreprise, ça se passe à Paris, à Lyon, et après vous avez des sites type Place Turgy en montagne ou dans le sud-ouest de la France. Un entrepreneur aussi doit être rassuré, on va toujours aller là où on a ses concurrents et ses copains. Les entrepreneurs de l'aide restent en aide et on ne les délogera pas de l'aide, parce que c'est même une gageure pour beaucoup de rester, d'y rester, une fierté. Mais par contre, personne ne va se référer à une entreprise de l'aide ou presque pour aller s'y installer. L'aide n'a pas d'image au niveau de l'entreprise française dans sa globalité. Il y en a pas un, on va se dire je vais aller à Saint-Gaudens si je veux faire des peignes en plastique. Pourtant Saint-Gaudens, c'est pas spécialement connu. Non, mais d'accord. Mais il n'y a personne qui va se dire, même quelqu'un d'Orléans, tiens, je vais aller dans l'aide, parce que là, il y a un centre, il y a une connaissance, j'ai un ensemble de gens qui sont déjà là. Et en fait, il manque une sorte de leader sur le département. Certains départements essayent de le... C'est pas facile, hein, et ça se fait pas sur... Je pense pas que ça se fasse sur un mandat, il faut des années pour faire ça. Mais actuellement, l'aide, qu'est-ce que c'est? C'est un département qui meurt depuis 30 ans. Et encore, cette partie-là où on est, c'est la plus dynamique. Exactement, exactement. Il y a une chance. Les RH, elle meurt depuis la fin du 50e siècle. Et voilà, effectivement, on augmente les impôts, on fait une piscine, c'est très bien, mais non, tout se meurt. Non, mais c'est pas notre objectif. On a compris que ça, voilà, que la coupe était pleine de ce côté-là. L'objectif, c'est de les stabiliser et de les descendre. Moi, ce que je cherche, ce que j'aimerais, c'est revoir ce département remonter, c'est-à-dire que des gens, et ce sont les politiques qui vont donner ça. C'est pas vous qui allez faire les entreprises. Quand ils vont dire, vous n'avez pas à leur répondre, écoutez, c'est 32% d'impôts, point c'est tout, et puis vous payez vite. Vous allez les accueillir au mieux. Mais il manque, on ne sait pas pourquoi on vient dans l'aide. Globalement, aujourd'hui, on n'a pas l'idée de venir. Il y a ceux qui... Alors, c'est pas un problème simple hein, ça me fait rire parce que j'ai une image, parce que moi je m'occupais beaucoup de voirie au département, et c'est pour ça que je rigolais, parce que ça rejoint un peu ce que vous dites. Le département, il est en longueur. On a des vallées comme ça. Et toute les mutations de la population, c'est toujours peut-être dans les vallées. Et on n'a aucune unité. La seule unité que l'on a, c'est l'ADA. Et l'ADA, on n'a pas été capable de la faire en 2 fois 2 voies. Vous allez dans la Manche, il y a une route en plein milieu, en 2 fois 2 voies. Vous allez en Alsace, en Bretagne. Toute la vie économique des départements passe par cet arrêt dorsal. Nous, on ne l'a pas fait. Et c'est là justement, d'ailleurs on est marqué, c'est là justement qu'il faut absolument faire un effort sur la voirie. Pour avoir une épine dorsale, ça relie les autoroutes, ça relie la nationale 2, et là on peut communiquer facilement dans le département. On n'a pas d'unité à cause de ça. Ça, il faudra le effectivement. Mais ça se fait. Il faut le dire, ça se fait sur très longtemps. C'est pas nous qui finirons ce genre de choses, mais il faut bien initier un moment. Moi, j'ai sur le fait en phase descendante que ascendante. Donc c'est ça, c'est ce qu'on a marqué dans notre programme. Et c'est vrai que du jour au lendemain, on n'est pas le bon Dieu, ça ne peut pas être transformé comme ça du jour au lendemain. Il faut un moment insuffler, un souffle. On a deux choses pour être un souffle, 2 choses primordiales, ce que vous venez de dire, et deuxièmement, assainir
les finances du département. Ça, c'est Si on a cédé les finances de département, on pourra baisser les impôts sur les taxes foncières qui permettront justement de pouvoir. Parce que ça n'empêche que ça a quand même un impact. Hein. Quelqu'un qui veut venir s'implanter dans l'Aisne, quand il y a concret. Hein. Ah bah oui, c'est évident. Ça coûte des temps à la base. Je vais n'importe où ailleurs. Ça me rappelle quelque chose qui me fait sourire du même tonneau. On fait partie du sud de l'Aisne et ils ont fait la maison du touriste. Et ils ont dit, voilà, on va attirer les gens sur le sud de l'Aisne, on va créer une taxe de séjour. Alors, j'ai dit, moi, je sais pas, mais venez chez nous, je m'occupe de votre portefeuille, ça ne passe jamais ça. Vous vouliez rajouter quelque chose, monsieur? Une autre question? Non, c'est une discussion qui est intéressante, mais quand on voit quand même, d'une façon générale, les citoyens en France sont mécontents. Vous avez raison. Mais sur 10 700 habitants, combien vous avez de personnes qui écoutent un petit peu ce que vous dites? C'est dur à faire passer le message. On a de la chance ce soir parce qu'on est enregistré. Et d'une façon générale, il y a un mécontentement général en France. Mais en fait, quand il y a possibilité d'écouter des personnes qui peuvent apporter quelque chose, est-ce qu'on les écoute? Est-ce qu'on se déplace pour les écouter? Absolument pas. C'est général. Ouais, c'est bien dommage. Alors il y a quelque chose à faire dans ce domaine. Bon, on a reçu, moi j'ai reçu votre papier il y a 3 jours. Ça m'a permis de le regarder, ma femme aussi, de le regarder, de l'étudier. Mais il est quand même important que les gens se saisissent un petit peu des problèmes. Chacun est libre de son choix, mais de regarder un petit peu ce qu'il en est. Vous voyez bien les difficultés que vous avez pour rassembler les gens. Le problème, c'est de façon à apporter vos connaissances. Je vais être direct, hein, parce que moi, mes collègues le savent, je vais directement faire des choses. Le gros problème que l'on a, c'est l'image qui ressort des élus nationaux, qu'ils soient droite comme gauche. Aujourd'hui, ils ne se battent que pour une place, ils ne s'occupent pas des problèmes réels des Français. Nous, on est sur le terrain, on est au contact des choses, et on ne s'occupe que de ça. On ne se bat pas pour une réélection, on se bat justement pour faire améliorer les choses. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait un programme. On est là pour l'intérêt de nos habitants. C'est la différence. Le gros problème, c'est que l'image du haut tombe sur le bas. C'est les 1 ou 2% de fraudeurs de tout à l'heure, c'est ceux-là qui décrédibilisent aussi la parole et l'action du politique. Et on l'a vu, cette évolution, hein, et on l'a senti. Moi, c'est la campagne, je dis, la plus parlante de ce côté-là, même si on s'en serait bien passé tous les deux. Il y a des moments où il y a des campagnes qui sont plus ou moins faciles. Celle-là, elle est extrêmement compliquée. Dans un contexte national où les gens en ont marre de tout, ne veulent plus entendre personne. Quand on vous leur parlez d'un sujet, que vous prenez un petit peu de temps, effectivement, d'échange, ce qu'ils ne viennent pas forcément chercher alors que ça leur est possible. Mais je faisais une petite allusion puisque notre réunion de ce soir est enregistrée et repassée par Webvillers, et on remercie ce jeune qui justement par cet intermédiaire va permettre aux uns et aux autres, ceux qui ne peuvent pas se déplacer, de voir ce que l'on a dit. Mais c'est un problème de sociologie aujourd'hui. Les gens sont individualistes, sont prêts à râler pour tout. Quand on leur demande quelquefois s'ils ont des idées, ils n'en ont pas forcément. Mais d'emblée, on critique ce qui est fait. C'est beaucoup plus facile que de temps en temps de venir dire bah, tenez, je vous propose mon aide, ou on vient d'avoir l'échange avec le chef d'entreprise. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est ça qui est important pour les élus. C'est pas justement qu'ils soient enfermés dans une bulle où ils imaginent des tas de choses. C'est cette proximité, ce contact, et puis ce lien permanent entre ceux qui font la société, les chefs d'entreprise, les artisans, les commerçants, tous ceux qui œuvrent tous les jours, les associations, qui font un travail énorme. Et on en parlait tout à l'heure avec ce jeune, qui ne sont pas assez même aider, non pas aider, les gens ne viennent pas assez. L'année dernière, quand on s'est présenté au municipal avec M. Richard, on avait fait un petit questionnaire pour faire le projet. Il vaut mieux savoir ce que pensent les gens. On avait des questions qui étaient dans tous les domaines de la municipalité. Y a-t-il assez d'événements culturels à Villers-Cotterêts? En général, c'était non. Allez-vous aux événements culturels quand il y en a? Non. Et vous voyez, ça fait réfléchir après les élus, parce qu'on dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? Du coup, on va où? Il n'y en a pas assez, mais ils n'y vont pas. Alors, qu'est-ce qu'on leur propose? Et quelquefois, on propose des choses qui tombent effectivement à côté de la plaque, et ça, c'est pas bon, parce qu'il vaut mieux que ça marche. Et encore une fois, on a toutes ces associations qui font un travail énorme et qui sont souvent pas assez connues et reconnues.
Et dans le temps de nous qui avons à peu près tous le même âge aujourd'hui, à part notre jeune Fabien qui fête son anniversaire, on lui a souhaité tout à l'heure, mais on peut le refaire, l'association, l'engagement pour nous, ça représentait quelque chose. On y allait, on y mettait nos tripes, on s'engageait et tout ça. Aujourd'hui, vous demandez un peu d'aide aux gens, vous n'avez pas forcément 25 personnes derrière vous. Hein. Donc c'est un fait de société, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre ça. C'est difficile. L'essentiel, c'est déjà de vous voir. Voilà. Mais vous aussi, qu'on vous voit, parce que ça fait plaisir. Ça fait plaisir de vous voir. Je vais vous dire, si on est là, c'est parce que nous, on a des valeurs et on les respecte, on n'a jamais qu'à transiger sur nos valeurs. Je parle au niveau des Villers est un petit peu à l'abandon depuis un certain temps. Pardon? Villers est un peu à l'abandon depuis un certain temps. Je ne vous le fais pas dire. Je ne vous le fais pas dire. On manque de permanence de nos élus, on manque de permanence de nos députés, on manque de permanence de notre conseiller général. Il n'y a jamais aucune permanence. Moi, je vais vous répondre là-dessus. Dans le canton de Neuilly-Saint-Fond, je fais 2 permanences dans chaque commune par an. Ben, on les lit sur les journaux, Je tourne les permanences. en permanence. Nous, c'est jamais Pas les vôtres. C'est ce soir qu'on m'emmène le changement. Et quand j'étais. Voilà, je faisais une permanence par commune par an. C'était la question. Est-ce que le Conseil général intervient auprès de l'aide apportée aux communautés? Oui. Dans le cadre du CDDL, développement local. Une petite question sur l'environnement, enfin, sur ce que vous mettez. Nous poursuivrons les politiques de préservation des espaces verts et de sauvegarde des ressources naturelles. Alors, où vous en êtes au point de vue du gaz de schiste ou d'implantation des éoliennes, par exemple, près des fantômes de Landowski? Alors sur le gaz de schiste, je vais en parler parce que j'étais à l'origine de la proposition de loi et puis je te laisserai les éoliennes. Le gaz de schiste. Ça tombe dessus. Voilà, bah oui, c'est déconcerté. Éoliennes et fantômes. Gaz de schiste, aujourd'hui, la loi qu'on a votée en 2011 de mémoire interdit la fracturation hydraulique parce que c'est une technique qui n'est pas suffisamment maîtrisée. Donc c'est stop pour tout. Ça n'empêche pas quand même certains projets, pas d'exploration, je cherchais le mot. Non, avant l'expérimentation, quand on cherche ce qu'il y a comme ressources, avant c'est prospection. Merci Sylviane. Voilà. Donc cette phase de prospection, elle a encore lieu dans certains endroits, juste pour connaître ce qu'il y a sous notre sol. Parce qu'il y a eu des tas d'études faites dans des tas de domaines, notamment dans celui-là où on dit que la France, alors moi j'ai jamais été vérifier ça, mais il y a des experts, quelquefois il faut entendre des experts, on aurait pour 100 ans d'autonomie en France. Si c'est pas 100, ça peut être 50, si c'est pas 50, ça peut être 30. Le jour où on n'aura plus de pétrole, où il remontera un tarif tellement important qu'on ne pourra plus, certains Français diront bah tiens, on peut peut-être aller regarder ce qu'il y a dans notre sous-sol. Pas avec la fracturation hydraulique, c'est interdit aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas d'autres techniques. Donc tous les projets sont quasiment à l'arrêt. Les éoliennes. Les éoliennes. Je vais faire un petit historique quand même sur la butte Chalmont. Il y a quelques années, ERDF voulait mettre une ligne à très haute tension dans la vallée, dans les perspectives de la butte Chalmont. Et c'est vrai qu'on s'en était émus, les élus, en disant ERDF, ils exagèrent un peu, on a besoin d'électricité, mais à ce moment-là, qu'ils enterrent leur ligne. Et ça coûtait tellement cher que le projet était impossible à financer pour ERDF. Donc, nous avons engagé nous sommes engagés dans une procédure de classement des perspectives de la butte Chalmont. Ce classement a mis des années avec l'État à se mettre en place, il y a eu des enquêtes, il a fallu que le ministère débloque des fonds pour pouvoir faire ce classement. Et puis au fur et à mesure, à chaque fois que ça passait dans un service de l'État, on élargissait tout le temps le périmètre de classement. Jusqu'au jour où ça devenait complètement fou, ce classement, et certains maires, certains agriculteurs, certaines entreprises ont dit mais stop, il faut qu'on l'arrête, on veut bien protéger la butte Chalmont, mais on ne veut pas non plus qu'on ne puisse plus rien faire autour de la butte Chalmont, alors que le périmètre est tout à fait décidé par la géographie du lieu. Voilà.
Bon, alors du coup, ce projet est complètement tombé à l'eau puisque la plupart des communes ont voté contre le projet qui avait été proposé par l'État. On en est là, malheureusement, eh bien, s'il y avait eu ce classement des perspectives, on n'aurait pas eu d'éoliennes. Vous comprenez bien dans mon discours que je suis contre les éoliennes à la butte Chalban. Je le dis très fort. Je ne suis pas contre les éoliennes en général, mais dans ce cas particulier, je suis contre, je le dis. On ne va pas gâcher un monument qui a été classé avant d'être construit et qui représente les perspectives de cette butte avec, dans le fond, toute cette guerre qui s'est passée. On va pas abîmer ça par des moulins à vent sur les différents sites qui se trouvent autour de la butte Chalmont. Quand on monte sur la butte, en plus, ils vont être complètement visibles, ces éoliennes seront complètement visibles. Alors, il y a eu une enquête publique il n'y a pas longtemps, puisque le permis de construire a été déposé, qu'il avait été, donc il y a obligation d'enquête publique. Je crois que le commissaire enquêteur a bien pris toutes nos réflexions. Il y a eu énormément de monde qui a écrit justement contre les éoliennes à cet endroit-là. J'espère, on attend, mais comme il y a des élections en ce moment, ça ne bougera plus du tout, hein, l'État ne bougera pas tant que les élections ne seront pas terminées. Et donc, j'espère que le commissaire enquêteur, qui a entendu beaucoup de monde et a eu beaucoup aussi de délibération des communes avoisinantes qui s'opposent aux éoliennes sur ce secteur-là, eh bien j'espère qu'on va arriver à quelque chose. Mais encore une fois, je ne suis pas un ayatollah contre les éoliennes, mais je pense qu'il faut réfléchir et savoir où on les met dans nos paysages. Il y a des endroits où on peut en mettre, il y en a d'autres, et bien il ne faut surtout pas en mettre. Je suis d'accord avec lui, parce que moi j'en ai dit. Et ça jette personne. Ça jette personne. Voilà. Il y a une nouvelle, juste pour clore sur le sujet. Celles qui sont à côté de Neuilly, elles sont sur le territoire de Neuilly ou... Il y en a 5 sur Neuilly et 3 sur la commune de Neuilly. Qui est-ce qui perçoit les rentrées fiscales? La commune ou la commune. Et intercommunalité. Et le département. Et le ratio de rentabilité est combien? Alors, j'ai vu les chiffres, moi à l'époque, parce que c'est un projet qui date déjà de 10 ans. Les chiffres, c'était de 12 ou 13 ans, c'était rentable. Oui, mais je ne sais pas, pour une collectivité, est-ce qu'on a le droit de saccager un territoire uniquement pour des histoires financières? Non. C'est tout. Hein, c'est la question que je me suis posée avant de dire non. Il y a des endroits qu'il faut protéger. Voilà, sur la Ferté-Guillon, on va mettre des éoliennes avec potentiel. De toute façon, c'est déjà interdit par les critères de protection. Sur l'ancien canton d'Ouchy-le-Château, Château, c'est vrai que nous avons des monuments classés partout. Je crois qu'il n'y a qu'une commune sur le secteur qui n'a pas de monument classé, c'est Artène. Et donc, ce que je voulais dire, c'est quand même ce monument qui est par un sculpteur de renommée internationale, puisque le Christ de Rio a été fait par... Voilà. Donc, c'est le seul monument, même si on a de très, très beaux paysages, de très belles maisons aussi, c'est quand même un monument qui attire du monde. Je peux, pour m'y promener assez régulièrement, il y a tout le temps des gens au pied de la butte. On voit tout le temps des voitures arrêtées. C'est clair. Voilà. Et toutes ces nouvelles technologies évoluent beaucoup. Hein. Il y a de nouvelles alternatives. On voit à certains endroits, même les arbres à éoliennes, en fait, ça ressemble vraiment à un arbre. À la place des feuilles, vous avez ces petits volants. C'est beaucoup plus joli esthétiquement. C'est beaucoup plus bas. Ça n'a pas l'impact visuel sur le territoire. C'est quelque chose qu'il faut regarder de près aussi, parce que ça peut être pour, tant qu'on ne sait pas stocker l'énergie, ça peut être adapté à certains particuliers ou dans des communes. Et c'est mieux que quelquefois certains grands mâts. Bon, après, c'est une question de perception des choses. Moi, je préfère une éolienne au mât haute tension, là, qui coupe aussi le paysage. Voilà, après, et quand on les a chez soi, hein, c'est assez connu, on préfère que ça soit chez le voisin, hein, toujours. Ouais, voilà. surtout dans un canton très rural, où on n'a qu'une chose, c'est
Alors, des agriculteurs et un peu de tourisme pour vivre. Voilà. Je crois que... Et on a une qualité, un environnement protégé. Il ne faut pas casser cette dynamique. Des sites protégés, effectivement. Re-question. Alors, ça serait pour continuer sur l'environnement, et après j'aurais deux autres questions, mais vraiment sur notre canton. Au niveau de l'environnement, bon, c'est dans un autre domaine, regardez nos bords de route, c'est des poubelles. C'est une catastrophe. Oh là là. Alors si on veut faire venir le tourisme dans l'Aisne, il faut peut-être déjà que notre département soit un peu plus accueillant. Voirie départementale. L'autre fois, j'étais à Soulan. Alors, il paraît que c'était un ancien camp militaire. Il y a des petits bois. C'est une déchetterie à ciel ouvert. C'est des tonnes d'ordures, des matelas, des idées, ça. C'est honteux. J'aurais dû prendre des films d'histoire. J'étais écœuré de voir ça. La loi oblige à réhabiliter toutes les anciennes décharges, quelles qu'elles soient. À l'époque. C'est vrai qu'il n'y a pas de touristes qui passent à côté. Enfin, il y en a qui viennent. À l'époque, quand on avait créé le syndicat départemental des déchets ménagers, il y en avait 400 qui étaient répertoriés dans l'Aisne, ils n'avaient pas fait la totalité. Grosso modo, il y en a une par commune. Hein. Il y a 816 communes. Voilà, on est bon. Le problème de tout ça, c'est que chaque fois maintenant, on va rechercher ces déchets. On n'a plus le droit de les mettre dans la poubelle, il faut les recycler, les envoyer à la déchetterie, tout ça. Ça a un coût énorme. Alors tout le monde ferme un peu les yeux dessus, que la loi, elle est là. Mais après, c'est un comportement citoyen. Voilà. Alors les gens ont acheté tout ça par les fenêtres et puis... C'est pas parce qu'on dans le canton de Neuilly, la voirie départementale ramasse et les amène à la déchetterie de Neuilly-Saint-Front. Bon, bah, on est dans le bon canton, donc, parce que on va l'étendre à Ouchy-Château et à Villers-Cotterêts. On va venir nettoyer partout. Bon, après, vous avez les personnels qui sont habilités à coucher les herbes, tout ça, mais quand il y a des ordures, bah, on fauche tout en même temps. Ça explose. Tout le monde s'en fout. Mais tout à fait entre nous, ça part d'un principe, c'est que le français ne respecte pas l'environnement. Déjà que ça, au départ. C'est un problème. Le français est dégueulasse. Pas tous les Français. Regardez, en Bretagne, ils ont bien plus propre que nous, en Alsace aussi. Hein, donc, voilà. On a un tout petit peu à prendre chez les autres sans aller très loin. En Bretagne... Pas partout. Vous avez un milieu, on avait enlevé un peu la Bretagne. Les autres questions sur le canton, on entend depuis des années parler d'un boulevard urbain. Est-ce que vous avez des infos là-dessus? Qu'est-ce que... Oui. On entend parler, mais... Qu'est-ce que toi moi, je l'en parlais, le directeur de cabinet, l'autre jour, on en a parlé. Alors, donc, les informations sont toutes fraîches. C'est en route. Je peux vous dire que... Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus que ce que m'a dit le directeur de cabinet du président, mais je sais qu'il m'a dit qu'il avait rencontré le maire de Villers-Cotterêts et que le projet de boulevard urbain est dans les tuyaux et va se faire. Voilà. Ça fait 25 ans qu'on vous dit la chose. Oui. Mais moi, là, non, mais là, dernièrement, c'est ce qui nous aide. Voilà. Bon, donc, les infos ont l'air de se regrouper. En espérant qu'il ne faille pas attendre encore 25 ans, parce qu'à certains endroits, il y en a qui n'ont juste entendu parler. Ne vous inquiétez pas, c'est l'un des premiers sujets qu'on va aborder une fois qu'on sera arrivé. Et de regarder tout ça de près. Et l'autre question? Alors l'autre question, c'est peut-être pas dans vos compétences au niveau du département, mais je pense que c'est un patrimoine national. Vous en avez parlé dans les élections municipales, tout ça, le château. Un château qui tombe en ruine, malheureusement. Alors le château, il appartient à l'État, au domaine, qu'il avait estimé à l'époque 0 €, c'est-à-dire que vu le nombre de travaux à faire, il ne pouvait quasiment pas le vendre parce que de toute façon, il n'y avait pas d'acheteur. Effectivement, on avait beaucoup, Yves Richard et toute notre équipe, dont certains présents ici, travaillé sur ce projet-là parce que nous, on voulait vraiment le prendre en main, refaire un lien entre la ville et puis le château, y mettre une maison des services publics en un seul endroit, une maison des associations, la maison médicale. Donc on voulait rassembler tout ça. Bon, c'est tout, les Cotterésiens ont fait d'autres choix, donc on entend dire qu'il y a des projets aujourd'hui. Moi, je ne suis plus suffisamment proche des décideurs cotterésiens pour savoir ce qui se dit. L'État, tout d'un coup, a peut-être aussi un petit œil en me disant si on peut récupérer des finances quelque part, voilà, pour les dispenser peut-être autrement et mal. Je crois qu'il y a un appel d'offres qui est en cours. Alors appel d'offres, après,
c'est ou la France ou quelqu'un d'autre. Le Qatar, Voilà, les Chinois. Et ça serait effectivement un drame pour ce territoire, ce château qui est abandonné depuis des années et qui représente dans l'histoire l'édit de Villers-Cotterêts, la langue française, enfin, toute une histoire qui est très forte. Ben voilà, c'est aussi un manquement de l'État et des gouvernements successifs, hein, parce qu'il n'y a pas accusé la plus l'un que l'autre. C'est pareil dans nos communes rurales, de tout patrimoine et de notre richesse du patrimoine. Céline nous disait comment elle était tout à l'heure attachée aux atouts qu'il y a ici. Seulement ces atouts-là, qu'est-ce qui les fait vivre aujourd'hui? Parce que ça coûte de plus en plus cher à réhabiliter, ça n'a pas été fait au fur et à mesure. Et voilà, donc on a tous une co-responsabilité là-dedans. Les décideurs et les élus locaux, quand ils ont été aux affaires, forcément un peu plus que le concitoyen qui attend autre chose de l'utilisation de ses impôts, je pense. Voilà. Voilà. Gratuitement. Eh oui. Oui, faire le château. Eh oui. Et le statut. Et la statue. Voilà. Le statut. Et quelque part, quand on voit aussi toute cette histoire, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, du centre, mais enfin, bon, moi, l'éclairage de la place Pilier, elle me... voilà. Partout, les architectes des bâtiments de France interdisent certaines choses. Alors là, franchement, il y a quelque chose à faire, parce que avoir permis de mettre un éclairage comme celui-ci auprès d'un château et d'un centre-ville, voilà, il y a beaucoup à dire, mais il faut être à la place. On va attendre de cet actuel maire qui avait beaucoup d'idées, beaucoup de projets, de voir comment il les réalise sur son mandat. N'est-ce pas? Pour l'instant, il a fait un an, il en reste encore 5. Ah. Chacun, puisqu'on nous accuse de ne pas faire les choses, nous on va attendre qu'il fasse les siens. Vous ne croyez pas que la droite a perdu parce qu'il y a quand même pas mal de listes et ils ne sont pas entendus? Vous ne croyez pas? Moi, je crois pas. La droite n'a pas perdu puisqu'elle est encore debout là. Je crois pas. Et bien non. Je crois pas. C'est une bonne question. Je crois pas. Pour une bonne raison, tout à l'heure je vous l'ai dit, j'ai fait allusion. Vous voyez M. Laviolette qui se dit UDI, et là je vois, vous avez le centre, parce que l'UDI est de l'autre côté. Pour rentrer dans le détail, au départ il y avait des accords au niveau national sur la répartition des cantons. Nous, de notre côté, on a respecté la répartition, mais le commandant l'UDI de l'Aisne, sur 3 cantons, a dit nous on impose. J'allais y venir. Simplement pour vous dire, j'ai en mémoire les sénétariales il y a 6 ans. 2008. C'est pareil, il y avait un accord national, l'équipe a été réalisée, il y avait Pierre-André, Antoine Lefebvre et Annick Velay. J'en sais quelque chose, j'étais son suppléant. Michel Laviolette s'est présenté, 78 voix. Au premier tour, il manquait 7 voix pour passer. Du coup, au deuxième tour, on a perdu. Voilà. C'est à chaque fois, c'est la même chose. Alors, je veux dire que quand on a un ego qui sort de l'ordinaire et qu'on pense qu'on est le meilleur et le plus fort, on fait perdre son temps. Et on continue. Mais malheureusement, nous, moi j'aurais bien voulu que ça se passe correctement. Mais là encore, il a fait comme il fait d'habitude. Qu'est-ce que vous voulez qu'on discute avec quelqu'un comme ça? On ne peut pas. On ne peut pas empêcher les gens de se présenter, on est en démocratie. C'est très bien. dommageable. On a toujours essayé, et on en sait quelque chose avec Yves et notre équipe, de pouvoir nous unir. Ils nous disent aujourd'hui que c'est nous qui n'avons pas voulu tendre la main. Ils ont un tout petit peu la mémoire courte, hein, parce que franchement, dès que j'apparaissais dans un endroit, de toute façon, voilà, il ne fallait plus voir plus personne. Ils ne veulent pas. Donc c'est tout, ils se présentent. Après, il faut que les électeurs choisissent en fonction du projet, ce qu'on leur propose pour l'avenir, et non pas effectivement en fonction de... J'en veux pour preuve, simplement, tout à l'heure j'ai parlé un peu pour remettre à jour les choses par rapport à les tracts qui sont diffusés sur Villers, simplement dire que qui c'est qui attaque, c'est pas nous, c'est nous qui nous avons attaqués. Donc il faut reconnaître quand même qu'il est dans une position quand même qui n'est pas normale. Nous, moi, je veux bien attaquer, d'ailleurs, personne. Je suis clair, je suis contre le Front National et je me battrai contre le Front National jusqu'au bout. Ça, j'ai pas peur de le dire. Mais moi, j'attaque personne. Tandis que lui, il n'a fait qu'attaquer, entre autres, pas ma personne, mais entre autres Isabelle, qui a été fortement visée. Je trouve ça inadmissible. Et dire dans un journal qu'elle retourne à ses tricots, mesdames, vous pourrez juger de ce qu'ils pensent par rapport à vous.
Oui, mais ça fait 40 ans qu'il est comme ça. Vous voyez, donc on ne changera pas. Ça fait 40 ans. Merci de votre... Ça fait 40 ans qu'il est maire de Villers-Cotterêts. Voilà, voilà. Il n'a jamais réussi. C'est ça, ça revient. Ah mais il n'arrête pas, il fait que ça. Comment? Il n'a jamais été maire, monsieur la Violette. Non, mais il a toujours été. Ah oui, non, mais moi je parle de... Donc voilà, c'est-à-dire qu'on peut discuter quand on veut discuter avec quelqu'un qui dit bah, c'est moi, puis vous vous retirez, il n'y a pas de discussion possible. Voilà. Et vous savez, au département, il y a différents groupes politiques, forcément. Bon, il y avait la majorité actuelle qui était de gauche. Et puis, tous ensemble, on a travaillé pendant des années, les centristes et la droite. Jusqu'au moment où, en 2010, une partie de nos collègues a voté le budget avec les socialistes. Eh bien, désolé, mais on ne sait pas faire. Donc, on était on a été obligés de se séparer. Et on s'est séparés. Parce que nous, on dit, on a une colonne vertébrale, on a des convictions, on ne peut pas les défendre devant vous certaines choses et faire le contraire une fois qu'on est au Conseil général. Donc on a dit, on se met tous les 8 en groupe. D'ailleurs, on pourrait être très rapidement rejoint par nos collègues indépendants, puisqu'ils se nomment ainsi, qui ont la même vision que nous. Certains sont tout à fait en capacité, d'autres non. On ne changera pas les hommes et les femmes, ils sont comme ils sont. Avant, il y avait une association Villers de Ville. Ben voilà. Mais simplement pour revenir, on parlait tout à l'heure, Isabelle a bien dit, le canton de Villers, c'est pas Villers et Clermont-Ferrand. 30 000 habitants, 10 000 habitants à Villers. Donc l'élection de Michel Laviolette se croit chez lui, comme si on était autant des seigneurs et autant. Mais le canton, 30 000 habitants, je crois, le canton de Neuilly, le canton de Villers de Douchy qui existe encore pour 15 jours, on est là. Donc il n'est pas, c'est pas monsieur. Puis moi, je vous dire une chose, à chaque fois que je vais présenter une élection, je repars à zéro avec un projet. Je ne sais pas parce que j'ai travaillé que c'est normal, je propose des choses. Voilà. J'ai des convictions et je m'y tiens. Enfin, on a des convictions, je ne peux pas vous dire. Parce que, on les a tous. Je vais vous dire une chose, simplement. Alors là, je vais être méchant, 5 minutes. Vous regardez votre contrat. Sa colistière, elle n'a pas le droit à la parole. Il y en a d'autres, sur les programmes du Front National, c'est toujours la même chose. C'est quand même un peu bizarre, on se présente à deux, et c'est lui, elle n'a pas le droit à la parole. C'est quand même bizarre. C'est comme pour le Front National, vous avez sur le tract de 8 pages, vous avez quand même la fiche des candidats. Habituellement, on ne sait pas toujours à quoi ils ressemblent, même si on les connaît par ailleurs. Ils n'ont d'ailleurs pas mis la photo de leur remplaçant, je ne sais pas pourquoi. Et après, qu'est-ce qu'ils parlent? C'est Marine Le Pen qui vous développe son programme national. Donc le reste, écoutez, j'ai épluché le programme parce que c'est intéressant d'aller voir ce que proposent les autres, pas pour les critiquer forcément, mais pour construire quelque chose. Dans le programme du Front National, il n'y a pas le mot Villers-Cotterêts de cité, pas canton de Villers-Cotterêts, pourquoi? Parce que tout ça c'est fait au niveau national. Et d'ailleurs, quelque chose qui nous a profondément heurté, puisque on est quand même, pas tout jeune en politique, on va chercher les petits détails, là où ils se nichent, quelquefois dans le diable. Le registre commercial, qui est une obligation d'inscription sur les documents. Vous avez l'imprimeur, c'est une obligation marquée RCS, avec des tas de chiffres. Je vais les regarder sur Internet. Où est-ce qu'ils sont fabriqués, les tracts du Front National? Rival, dans le 16e arrondissement à Paris. Et après, ils ont le culot de mettre soutien aux artisans locaux. Non mais de qui ils se moquent? Et voilà, c'est comme ça tout le temps. Alors s'il y a des Français aujourd'hui qui adhèrent à ça, et qui pensent que voilà, le Front National c'est une bonne sortie pour le département, qui font tout comme ils disent, surtout pas comme a mal fait les autres, alors qu'on voit que déjà ils empiètent sur beaucoup de ce sujet. Voilà, c'est tout. Bonsoir les amis. Bienvenue. Et merci de votre présence. Parler de façon plus globale, avec ce qui vient de se passer en Tunisie, croyez-vous qu'il va y avoir un impact sur les élections dimanche? Tous les événements de ce début d'année sont dramatiques et peuvent avoir un impact. Il y a une peur, il y a une angoisse, mais je veux dire un peu partout. Voilà, tout à fait. Les gens peuvent avoir peur. Mais la France et les Français ont su montrer, après les événements, qu'ils tiendraient tête face au terrorisme. Toutes les manifestations qui ont eu lieu dehors, de soutien. Alors, je partage votre petite moue.
certains y sont allés dans certains objectifs, d'autres dans d'autres. Mais on peut se relever, on sait se relever de ça. Il faut lutter contre. Ne rien faire, fermer les portes, rester chez soi, c'est quelque part accepter que l'autre il continue à vous agresser et puis à être voilà. Mais c'est difficile. Alors c'est terrible parce que se dire qu'une élection cantonale qui a donc un enjeu très local se jouerait sur quelque chose de national, d'ampleur nationale, c'est très embêtant. Maintenant, après, on n'est pas effectivement dans le... On crée quand même pas mal d'abstention. Oui, mais je ne pense pas que l'événement d'hier rajoute à ce qui était prévu initialement. Comme disait monsieur tout à l'heure, je crois qu'il y a un vrai détachement du concitoyen par rapport à son droit de vote. On s'est battu suffisamment en France pour l'avoir. Maintenant qu'on l'a, les gens disent on va plus voter, tant pis, et puis on critique après. C'est dramatique ça. Hein. Comment les ramener aux urnes? Dans un boulot. Dernière question plus politique. J'ai posé la question à M. Laviolette lors de sa réunion au Salles-Bourbon mardi. Je lui ai demandé si Mme Vasseur se trouvait devant lui pour les élections de dimanche. Quelle sera son action? Nous sommes deux, hein, on fait un Qu'est-ce qu'il prendra comme décision? Et lui-même et son suppléant, M. Monscourt, je crois, a répondu pratiquement en même temps. Il se désistait. Alors je voudrais vous poser la même question. Si Michel Laviolette était devant vous, au niveau du canton, quelle sera votre position? Avec des si on peut faire allemande. Oui, on l'a fait l'année dernière avec Yves Richard, on était en 3e position et tout de suite on a dit qu'on se désistait pour ne pas faire obstacle, et d'ailleurs on l'a vu au résultat, le score que notre liste avait fait était équivalent au double du score qu'ils ont eu au deuxième tour. Il y a eu un report des voix. Notre objectif à tous les 4, c'est évidemment de gagner, c'est déjà la première solution. Il sera toujours de battre le Front National. Donc on ne fera jamais passer, nous, le Front National. Et quand Michel Laviolette, d'ailleurs, nous accuse de l'avoir mis en place, c'est quand même assez un comble, puisqu'on n'était pas là pour le deuxième tour, on nous accuse de nous l'avoir mis en place, alors qu'ils se rappellent un tout petit peu pourquoi ils n'ont pas voulu faire la fameuse union que vous appelez de vos voeux, et puis qu'ils prennent en charge quand on reste tout seul face au Front National et qu'on perd, c'est pas les autres qui ont fait perdre au passé. Donc il n'y a pas de souci, on ne restera pas en 3e position. Ça, mais on ne sera pas en 3e position. Mais on ne sera pas. De toute façon, ça ne nous fait pas peur. Ça ne nous fait pas peur. On va pour gagner. Ah, si on est 2e, on sera 2e. Mais au tour d'après, on sera 1er. Grâce à lui. Voilà. Oui, mais vous qui représentez les trois camps, enfin les cantons différents, est-ce que, bon, vous, on vous connaît plus dans certains cantons que dans d'autres. Bon, globalement, c'est un petit peu, on vous connaît assez quand même. Mais est-ce que M. Laviolette, on le connaît vraiment, par exemple, sur Ouchy, ou est-ce qu'on le connaît, enfin peut-être encore un petit peu sur Neuilly, mais je me doute qu'il ne va pas mettre les pieds à Ouchy, M. Laviolette. Ah, il est connu un petit peu par son métier. Il connaît des clients. En tant que kiné, il connaît. Mais c'est tout. Hein. Pas, ça fait voilà. Ça fait pas une élection. Ah, il y a des clients qui montent. Ça fait pas une élection, ça. Non. Vous savez, tout à l'heure, je disais, j'étais dans la réunion de la caisse locale du Code agricole, et il y avait plein d'agriculteurs qui étaient là. Et entre autres des maires, parce que j'ai pas mal de maires dans le canton. Et ils m'ont tous interpellé en disant, t'as vu le tract, là, monsieur Laviolette? Ce qui les a choqués, c'est les 14 millions, en disant, il dit qu'il y a 14 millions dans le canton. Et on l'a jamais vu, c'est toi qui s'est occupé des deux dossiers. Je peux vous dire que ça passe pas du tout, sa campagne. Pas du tout. Donc après, ce sont trop tard. Vous voyez sa tête ce matin. Hein. Peut-être qu'il a déjà pris conscience qu'il a présenté une photo. On va changer de sujet, on va donner la parole à M. Bailly. Merci, bonsoir. Enfin, il va peut-être pas changer de sujet, j'en sais rien, peut-être que... Le canton est sous très forte attractivité aéronautique pour les gens qui vont travailler sur Roissy, sur le complet parisienne, dans les activités aéronautiques. Donc j'aurais voulu savoir s'il était dans les compétences du conseil régional
je vais faire quelque chose envers, ça sera la deuxième question, envers les aéroclubs ou les aérodromes qui fonctionnent, qui sont sur le plateau, et en particulier celui qui est le plus attractif et qui a le plus d'heures de vol dans le département, l'aérodrome de Soissons. Tu veux nous faire atterrir à Roissy-Soissons, là, je ne sais pas si tout le monde va être d'accord, mais... Ça avait été évoqué dans le passé il y a 20 ans, mais comme on est dans la zone de sécurité aérienne, ça ne sera pas possible et le terrain ne le permet pas. Un certain nombre d'élus à Soissons l'espéraient, le pensaient pour, mais pour des raisons de sécurité et des raisons de relief, ça ne sera pas possible. Voilà. Mais moi, ce que je pose, c'est qu'est-ce qu'il y a dans les compétences du Conseil général pour développer un certain nombre de choses, notamment pour les jeunes, et est-ce que c'est dans les compétences, est-ce que vous faites quelque chose? Honnêtement, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui y vont, moi j'ai mon piston qui y est, ils sont plutôt preneurs, ils ont fait des actions en ce sens, et il y a quand même pas mal de jeunes qui, ne trouvant pas de boulot, auraient pu être orientés aéronautique dès le départ, puisque moi, étant représentant des parents d'élèves, on a mis en place avec le collège Magnus Huchal un certain nombre de choses depuis 4 ans, depuis qu'ils viennent en visite à la Courneuve, là au centre d'excellence passe d'Airbus Hélicoptère, bah, ça leur donne des ouvertures quand même assez intéressantes. Ça ne fait pas tout, mais c'est un bon début. Certainement, mais je pense que d'ailleurs ça rejoint la question de monsieur tout à l'heure, pourquoi c'est compliqué en France? Parce que le monde de l'industrie et de l'entreprise et le monde de l'éducation ne se parlent pas, ils ne se sont jamais parlé. Alors vous avez des programmes qui sont faits pour des jeunes, des options, c'est très bien de les décider, mais si l'éducation ne parle pas avec l'entreprise, ne demande pas au chef d'entreprise ce dont il a besoin, quels domaines sont compétitifs, dans quel domaine on va trouver du travail dans les années futures, et puis à la fois c'est compliqué pour les chefs d'entreprise d'intégrer le milieu de l'éducation, dont on sait qu'il est quand même très fermé. Donc là, il y a un vrai problème que beaucoup ont essayé de régler et jusque-là ne sont pas arrivés, sauf à trouver localement, comme tu le disais, en tant que représentant de parents d'élèves, ou dans les forums où il y a ce lien qui se fait entre l'éducation et chef d'entreprise. Il est probablement plus facile et plus aisé dans le sens chef d'entreprise éducation. Demande à des professeurs ou à certains de l'éducation d'aller dans l'entreprise, pour eux c'est comme si on leur parlait du diable. Donc voilà, c'est tout, c'est comme ça. On ne va pas résoudre tous les problèmes malheureusement, et pourtant ça serait une vraie possibilité pour des jeunes de trouver pas très loin un avenir. Vous parliez de baisse de subventions, de dotation de l'État vers le département. Vers tous les départements. Oui, vers tous les départements, vers tous les départements, vers les collectivités en règle générale. Donc justement, vous présentez pour être à la tête d'un département, ce qui ne va rien. Il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre encore. L'État dit, voilà, vous baissez vos dotations pour faire des économies, etc. Bon, il n'y a pas d'économie faite au niveau national. Non, jusque-là, on suit complètement. Que ce soit. Il est, je pense, du rôle du président du Conseil général d'aller s'expliquer avec son ministre, je ne sais pas quoi, de tutelle, il a bien interlocuteur, merci. Vous êtes bien gentil, vous me demandez à moi de dépenser plus, donc de prendre plus d'impôts, ça ne va pas le faire, et vous, en contrepartie, vous ne faites rien. Je n'ai jamais vu quoi que ce soit provenant d'un département, d'un président d'un département, qui avait été plaidé sa cause auprès d'un ministère pour dire, attendez, vous êtes bien gentil, je ne peux pas faire ce que vous me demandez, parce qu'il faut que je pique sinon de l'argent dans les sous de... J'aurais pu avec un gros sourire. Donc, est-ce que j'aurais des choses que vous avez avec un gros sourire. Le président du Conseil général, quand il est à Lens, dit l'État nous étrangle. Et quand il est à Paris, parce qu'il est sénateur, il vote la baisse des dotations. Voilà. Double langage. Voilà, il y a la réponse. Voilà. Donc, vous, votre position, par exemple, sur voilà, on va vous enlever 1,5%, qu'est-ce que vous n'allez pas piquer 1,5% de plus dans nos poches? Ça commence à être un petit peu lourd. Oui, beaucoup trop lourd. Est-ce que vous sentez le poids d'aller battre contre... Bien sûr. Mais je ne sais pas si vous le savez, comment pour les communes c'est pareil. Ah oui, je sais, c'est pareil. Aujourd'hui, l'AMF, qui a changé de président, en ce moment en train de faire le siège de Bercy pour qu'ils reviennent en arrière. Donc il y a déjà des actions menées. Oui, alors ils mettent des actions, c'est très bien qu'ils les emmènent, parce qu'avant ils n'en ont pas vraiment mené. Moi j'ai les impôts fonciers globalement en 15 ans, c'est x2, allègrement. Oui. Et ça, c'est tout le monde cumulé, les 2 points d'augmentation de l'assiette et puis les augmentations des taux. C'est hallucinant. Il n'y a pas que ça, parce que les droits de mutation. Et les droits de mutation, 4,5, on va les oublier, parce que c'est provisoire. Alors pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement,
on baisse les dotations des communes et puis des collectivités, mais ça ne change rien l'endettement de l'État qui continue. Oui, non, ça... C'est à l'État. C'est l'État lui-même qui est endetté. Ce n'est pas les collectivités. Nous, on a des budgets en équilibre. L'État non. On n'est pas. L'État non. Et donc, plus on tapera sur les collectivités, plus l'économie locale va s'affaisser. Ils n'ont rien compris au système. Je suis tout à fait d'accord. Mais donc ma question était de dire, si effectivement on vous dit, voilà, on va rebaisser de 0,5, vous vous sentez de monter au créneau pour dire, non, on a un département qui est déjà assez embêté comme ça. Bien sûr. Et on ne peut plus appliquer dans C'est une évidence. Il faut refuser tous les transferts. C'est une évidence. Je dirais que moi, ces dernières années, je n'ai pas constaté que c'était une évidence dans la classe dirigeante française. Quand le président du Conseil général siège dans la même majorité que celui à Paris, forcément, voilà. Oui, mais il y a quelques temps, c'était inverse. Nationalement, c'était de l'autre côté. C'est il y a plus longtemps. Il y avait beaucoup moins de problèmes, il y a quand même 20 ans. Non, je vous parle de dernières élections, il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, on est dans l'opposition depuis 14. Donc, non, mais par exemple, M. Sarkozy, fin de son mandat. Là, il critiquait l'action en disant voilà, vous nous étranglez, c'est la ruralité qui meurt et tout ça. Maintenant, tout d'un coup, la ruralité, ils n'en parlent plus. En tout cas, pas de ce côté-là. Ça va être compliqué, on ne me dit pas que c'est facile, mais c'est aussi le challenge et le défi des élus, c'est d'aller se battre pour ça, de mettre en place des actions, mais aussi de faire face aux difficultés. Et puis on est redevable de notre action. On sent que vous voulez y aller, voilà. Je vous dis, on est dans l'opposition depuis 14 ans, alors à force d'être dans les starting blocks, on a envie de démarrer là, on a envie de démarrer, de se lancer. Oui, Didier. Alors, la semaine dernière, vendredi dernier, j'avais à contresens des gens qui utilisaient la Nationale 2 à grand renfort de ministres et de conseillers. Ah oui. Ils sont venus. J'étais un peu surpris, mais bon, non, je ne rêvais pas. Je me dis, tiens, c'est bizarre. En bref, et mes collègues me disent en midi, mais le midi, en déjeuner, je n'étais pas au courant. Ils sont tous partis là-bas, dans l'aide. Donc, je n'ai pas regardé les médias depuis, j'avais d'autres choses à faire. Ils sont venus nous apporter des miettes, ils sont venus faire de la com, ou ils sont venus apporter un soutien, par exemple, ne serait-ce que de maillage en haut débit dans le département. Est-ce qu'on a téléphonie mobile? Forcément, les promesses à ce moment-là de la campagne pour un département qui est ciblé depuis les médias depuis des semaines, des mois, comme étant un département potentiellement prenable par le FN, on a bien compris que c'était une opération de communication. Alors, les communications importantes. Le Premier ministre, il dit, d'ici la fin de l'année, 800 maisons de santé seront créées en France. Moi, je le mets au défi. C'est pas possible. Parce que ça veut dire qu'il ne connaît pas le sujet. Parce que pour créer une maison de santé, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut l'accord des professionnels de santé, il faut regarder l'endroit où elle va être, et comme tous les dossiers, l'accord de l'Agence régionale de santé, comme tous les dossiers, au bas mot, c'est 2, 3 ans, voire 4 ans pour qu'elle sorte de terre. Alors qu'il en ait 800 d'ici la fin de l'année, sauf avoir une baguette magique, il y a longtemps qu'on ne croit plus en la fée valse. Et puis... l'autre sujet, c'était téléphonie mobile. Alors là, c'est pareil, zone blanche. 18 mois pour faire enlever les zones blanches. Quand on voit le dernier plan, il a mis au niveau du Conseil général, on nous avait dit en 3 ans ce sera fait, ça a mis 6 ans. Les zones blanches, c'est quoi? Les zones blanches de téléphonie mobile, là où on n'a pas de réception. Vous n'avez pas de réception. Ça t'arrive jamais de pas avoir de réception là dans le coin? Ça fait du bien des fois d'être coupé. Pas moi, j'appelle André et tout d'un coup je dis ça coupe. Ça fait du bien. Voilà, non, c'est des effets d'annonce malheureusement, quoi, comme ça a été depuis des années, mais personne n'est dupe. Je pense d'ailleurs que ça fait l'effet inverse. Et ça coûtait très cher, parce que nous on était allants tous les deux, on a vu le déploiement qu'il y avait. Je crois que c'est qui paye. Enfin si, c'est nous. Pour la petite histoire, on a dit pour que ça coûte pas cher, ils vont venir en bus de Paris. Ils sont venus en bus, je peux faire. Il y avait 2 bus. Ils sont arrêtés avec leur voiture et chauffeur à quelques kilomètres de là pour monter dans le bus. Non, voilà l'histoire. Mais les bus, moi je les ai vus, ils montaient bien, ils étaient ouverts. Oui, mais les bus devaient être vides à ce moment-là. C'est possible. Voilà, comme ça, on a doublé la mise, parce que le bus vide suivait les voitures, et après on a dit... Ça fait rire pas bien. Il y avait les gendarmes à chaque carrefour. Oui, après il y en avait partout. Sécurité. Sécurité aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça coûtait très cher pour
pas grand-chose, parce que c'est que d'un effet d'annonce. Oui, ça pouvait être fait à la... Je pensais qu'il apportait un gros chèque. Eh ben non, raté. L'État n'a pas d'argent. Pour les amis, peut-être. On se demande comment ils vont chercher l'argent. Pour son ami Tonini, peut-être. Il fallait sauver le soldat de l'ennemi, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc vous êtes prêts là Bah, vous voyez, hein, on trépigne, on s'avance, on est parti. Et c'est vous qui allez nous faire donner les noms. Ah non, mais là, on est parti, pour voter, on est resté. C'est gentil. Très C'est bien. bien, c'est gentil. Tout le monde était, voilà, ça peut s'applaudir, effectivement. C'est normal. Donc on compte sur vous. Voilà, on compte sur vous. Merci de votre présence, merci de toutes vos questions. Merci à notre jeune qui nous a filmé patiemment, parce qu'on a quand même tenu 2 heures. Hein, mais la cassette était longue, suffisamment longue, ça va. On sera, voilà.